Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs sur 10-12, le Zénith, nouvelle sortie, nouvelle rencontre, nouvelle opportunité encore. Question bien sûr de comprendre comment vit le Cameroun d'aujourd'hui et quelles sont les prévisions à faire pour demain. En réalité, Karine Santiam, Bonbon Bengan, Dominique Audrey, Charles Bachou, nous sommes encore avec vous ce matin pour vous accompagner sur ce sentier et avec des sujets qui gravitent bien sûr tout le Cameroun. Nous tenterons de bien comprendre ce qui se passe. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'affaire Ouazizi? Depuis un petit moment, on n'en parle plus quand on sait en réalité qu'une enquête est ouverte et jusqu'à présent, pas de résultat d'enquête autour même de cette situation. La presse camerounaise est très silencieuse autour de la question. La famille de Samuel Ouazizi aujourd'hui n'en parle plus et il n'y a que sur les réseaux sociaux que plein de Camerounais tentent de savoir ce qu'il en est véritablement. Et à côté de l'affaire Ouazizi, on revient encore sur l'affaire d'un Garbout. Pourquoi n'a-t-on toujours pas jusqu'ici donné, on va dire, des sanctions réelles à ceux qui, plus ou moins rapprochés de ces faits, ont été incriminés? Pourquoi n'en parle-t-on pas avec acuité aujourd'hui? Une nouvelle sortie a été rendue publique hier par la communication du ministère de la Défense. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, madame, monsieur? Bienvenue à vous, bienvenue à tous. On en parlera assurément au cours de l'édition de ce jour. Charles Lamel, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour particulier à tous les ordonnateurs de la République, à tous les gestionnaires de fonds, plus particulièrement au ministre Alamine Ousmane Meh. Petit calcul, nous allons dans un petit calcul à propos du budget d'investissement public. Le Nord-Ouest, c'est 17 300 km², 7 départements, 34 communes et 1 969 000 d'habitants. Le Dja-et-Lobo, c'est 19 911 km², 7 arrondissements et 350 000 habitants. Comment comprendre que le budget d'investissement public des 3 dernières années du Dja-et-Lobo est supérieur à celui du Nord-Ouest? C'est juste une interrogation. 2019, le Nord-Ouest, 49 milliards, Dja-et-Lobo, 47 milliards de francs CFA. Dja-et-Lobo, 49 milliards, Nord-Ouest, 47 milliards. 2020, le budget d'investissement public du Dja-et-Lobo, c'est 49 milliards, le Nord-Ouest, c'est 46 milliards. 2021, budget d'investissement public, c'est 68 milliards pour le département du Dja-et-Lobo, tandis que la région du Nord-Ouest, qui a, elle, 7 départements, 34 communes, 1 969 habitants, se retrouve avec, elle, 48 milliards, ce qui fait un total de 163 milliards pour le Dja-et-Lobo et 146 pour le Nord-Ouest. Bravo. Bravo à vous, vous calculez bien. Merci beaucoup Charles Bachou pour cette entrée ce matin avec des chiffres encore qui risquent d'énerver plein de Camerounais parce que il faut bien comprendre les répartitions qui sont faites aujourd'hui. Comment un département peut avoir plus que toute une région qui en termes de communes, d'arrondissement, dépasse largement M. Michel Ngachou. Posons-nous bien sûr des bonnes questions, madame, monsieur. Et autour des bonnes questions, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Cameroun avec les Chinois qui y sont? Et comment comprendre la rencontre qui a été initiée il y a pratiquement 48 heures avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji qui est allé à leur rencontre? Qui sont ces Chinois qui sont partis du Cameroun pour la Centrafrique et qui quittent la Centrafrique pour le Cameroun? Quels sont les projets miniers dans lesquels ceux-ci auraient été impliqués? Quel est bien évidemment le bilan à faire aujourd'hui? Les Camerounais peuvent-ils au moins pour une fois se poser des vraies questions sur la relation, la coopération qui existe entre le Cameroun et la Chine? Sommes-nous gagnants ou perdants? Qu'est-ce qu'on fait bien sûr des trous ou encore des grands puits de Minimata dans l'est du Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en dit? Où sortait-il pour revenir au Cameroun? Et surtout, pourquoi une telle rencontre avec le MINAT en guise de cadeau venant du chef de l'État? Quel était bien sûr le contenu de ce cadeau? Les Camerounais s'interrogent et se posent tant de questions. Avait-il besoin de ça? En avait-il besoin? Merci. Étant donné que c'est l'empire du milieu. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les Chinois, oui, mais les gens vous diront que le président de la République, Paul Biya, a réservé le sous-sol pour les générations futures. Et les Chinois vont donc quoi? Qu'est-ce que ces gens ont fait?
pour mériter l'encadrement, un tel encadrement de la part du chef de l'État. Vous vous en souvenez, il faut bien, vous vous dites, est-ce qu'on se pose des bonnes questions? Oui, nous nous posons des bonnes questions, mais sauf que nous n'avons pas encore trouvé des bonnes réponses. Et la personne qui doit nous donner des bonnes réponses refuse de nous parler. Voilà le problème. En entendant qu'il nous parle. Que ce soit même avec les financements. 58 départements, mais il y a un département qui a plus de budget d'investissement que toute une région. Il en est de même du nombre de députés. Et ces départements-là, et dans tout le sud d'ailleurs, vous voyez, c'est triste, mais les gens se sont réveillés plus tard en disant on n'a rien fait dans la région du chef de l'État. De toutes les manières, on commence à tirer des choses. Quel est ce pays dans lequel nous vivons aujourd'hui? Comment peut-on expliquer qu'un cuisinier, au final, devienne contrôleur général à l'Assemblée nationale? L'actualité fait parler plus d'un au Cameroun. Ça fait encore le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le cuisinier de l'actuel président de l'Assemblée nationale qui vient d'être nommé contrôleur général à l'Assemblée nationale. Va-t-on dire que le Cameroun est formidable et qu'il faut vivre simplement? Bienvenue à vous. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Je vais rejoindre Bobo Bengan et Charles Hamel dans leur introduction pour demander à tous ceux qui viennent du Dja et Lobo de se poser la question. Qu'est-ce que vous avez alors si le budget est beaucoup chez vous? Vous avez quoi? La route? L'électricité? Ou les élites? Non, ils ont des élites. Quand vous allez finir de voir cela, vous allez voir ceux qui ont la route jusqu'où ça s'arrête devant la porte des élites. Et maintenant, vous saurez qui choisir à quel moment. Parce que on dit que votre budget dépasse celui d'une région au Cameroun. Ça veut dire que soit votre population est énorme par rapport à cette région-là. Ils sont seulement 350 000. Voilà, donc 350 000, vous avez un budget 1 969 000. Ça veut dire que votre budget est plus de 45 milliards de francs CFA. Ça fait que vous avez beaucoup de personnes qui doivent consommer. Et dites-vous bien qu'on devrait voir ça au moins sur votre niveau de développement, c'est-à-dire vous devriez avoir normalement beaucoup plus de routes, votre forêt devrait être utilisée avec parcimonie parce que... Vous parlez d'un département. Ouais, vous dites-vous, la capitale c'est 100 000, c'est un département. Ouais. Je sais que parler, non, je dis la capitale. Ils disent là-bas que de la capitale du Dja et Lobo, c'est 100 000. On a laissé la capitale, on est dans le département. Seulement? Oui, on est dans le département et le département a ce type de budget. Ça veut dire que le département, c'est toute une région. Voilà. Donc, il faut comprendre que cet argent-là doit servir aux personnes de ce département. Sauf que si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité et que vous vivez toujours dans les huttes, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous aurez des bonnes réponses et qui est censé bien sûr vous donner des bonnes réponses à ces bonnes questions aujourd'hui, madame, messieurs? Pas de lycée, on en parle. Karine Sontia est déjà très énervée sur le plateau. On espère qu'on trouvera l'occasion de la calmer pendant l'émission parce que vous aussi, vous allez réagir spontanément à ces nombreux sujets, madame, messieurs. N'oubliez pas également que nous sommes à quelques jours du lancement du Chan au Cameroun et le pays est dans une morosité à nul autre pareil. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on ne sent aucune effervescence concernant le Chan? Qui est-ce qui organise le Chan au Cameroun? Est-ce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui d'ailleurs s'est érigé comme étant président de l'organisation de cette compétition, en est capable de dire aux Camerounais, intéressez-vous au Chan? Du moins, bonne question, les Camerounais se sentent-ils exactement intéressés par le Chan? À vous les réponses, madame, messieurs. Bonjour à vous, Dominique Audrey. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans. Elle est... je ne sais pas si je dois dire c'est l'histoire de la fille ou c'est l'histoire de la mère parce que c'est la mère qui raconte l'histoire, mais l'histoire met en scène cette jeune femme. Donc la mère, la trentaine passée, raconte que dans sa première relation, son premier mariage, elle n'a pas pu faire d'enfant malheureusement. Et sa famille lui a donné une petite fille dans la famille. Et il faut dire que les parents de la petite fille de cette famille-là n'étaient pas aisés. La preuve, tous les autres enfants n'ont pas pu aller à l'école. Donc on lui a donné cette petite fille alors qu'elle était âgée de 4 ans pour qu'elle soit son premier enfant. Comme Père Bombok dit généralement, on vous donne un enfant pour vous accompagner. Donc elle a pris cette fille aujourd'hui qui est âgée de 15 ans et qui vit avec elle. Le problème de la dame, c'est que depuis que la fille est en classe de CE2, de cours élémentaire 2e année, elle subit des attouchements par le second mari
de sa mère. Ils sont à 10 ans de mariage déjà. Elle subit les attouchements de ce dernier. La petite raconte que tout a commencé lorsqu'ils dormaient encore, qu'ils étaient dans une chambre et qu'elle partageait le lit et de la mère et du père. Elle dormait au milieu et que celui-ci, durant la nuit, mettait les mains dans ses sous-vêtements. Dans la mesure du possible, elle a repoussé. Jusqu'à très longtemps, il a continué de le faire et un jour, elle a décidé de tout dire à sa mère. Et à la question de savoir pourquoi est-ce que tu as dit à ta mère, elle dit que non, elle était déjà fatiguée de subir ça. Il a coincé dans les coins de la maison. Quand sa mère sortait pour aller au marché, il la touchait, il lui enlevait ses sous-vêtements, il triturait sa poitrine. Et la mère, lorsque la fille lui raconte l'histoire, elle décide de confronter son mari qui lui dit vraiment, je reconnais, j'ai l'impression que la femme qui était là avant toi Elle m'a donné un truc, j'ai mangé, je suis certainement envoûtée, il faudrait que je prenne des choses pour me traiter et tout. Elle en a parlé à sa famille, elle dit qu'elle n'a pas parlé, la mère dit qu'elle n'a pas parlé à sa propre mère parce que sa mère d'abord est témoin de Jéhovah et si jamais sa mère apprend ce genre de choses, c'est la catastrophe. Et elle ne peut pas renvoyer l'enfant chez ses parents de peur que celle-là ne puisse plus aller à l'école et ramène une grossesse. Conséquence, elle a choisi de rester avec cet enfant-là. Personne dans la famille n'est disposé à prendre l'enfant. Elle a confronté son mari à plusieurs reprises, il lui a demandé pardon, mais à chaque fois, jusqu'au 25 décembre dernier, il a encore essayé de coucher, de violer sa petite fille. Donc, une fois même, le monsieur allait jusqu'à donner de la viande avec des substances à cet enfant pour que celle-ci s'endorme et lorsque l'enfant a goûté et que c'était amer, ça n'avait pas le goût de la viande, elle a jeté, mais tout de même elle somnolait parce qu'elle a vu son père entrer dans sa chambre cette nuit-là. Donc cette maman ne voudrait pas que son mari soit inquiété, elle ne voudrait pas exposer son mari et également à côté, elle a peur que son mari puisse le faire même à d'autres enfants ou bien à sa propre fille qu'elle a pu avoir après cela. Comment, Michel, on devrait faire avec cette situation? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour sauver cette fille et garder son mariage? Parce qu'à part ça, elle dit que son mari c'est un homme bon, il est doux, il est parfait. À part ça. Je ne suis pas sûr que j'ai la bonne réponse ce matin parce qu'en même temps, on va au passage saluer une de mes collègues, pour ne pas la nommer, Kedia, qui hier encore également, à travers les réseaux sociaux, est revenue sur un témoignage qui a frappé plus d'un concernant encore des cas de viol dans son enfance. Peut-être en la lisant, on comprendra mieux ce qui s'est réellement passé. Mais pour l'histoire de ce matin, il est important de prendre vos différents avis. Demandez votre avis d'abord. Qui ça? Allez, demandez votre avis d'abord. Oui, je suis modérateur, je vous donnerai mon avis. Non, vous modérez les faits de société. Quand on dit que vous nous mettez au fait. Non, je donnerai mon avis. Est-ce qu'on modère les faits de société? On va au fur et à mesure évoluer parce que c'est quand même une histoire assez compliquée. Les histoires concernant les mœurs au Cameroun et les attouchements sur mineurs lorsqu'on est quand même mari et puis il y a une dame qui ramène sa petite soeur à la maison et que vous trouvez quand même de poser des actes pareils. Je pense premièrement que c'est à sévir avec la dernière énergie, c'est à réprimer et puis il faudra que la femme prenne les dispositions nécessaires pour au mieux protéger cet enfant, peut-être sortir cet enfant de cette famille et lui trouver un encadrement particulier ailleurs, je pense. Mais en attendant, prenons bien sûr les avis, puisqu'on parle de la vie de Charles Mbachou, prenons celui de Karine Sontia ce matin. Quelle lecture vous faites de l'histoire de ce matin et quelles sont, à votre avis, les solutions que vous préconisez? L'explication que la dame donne en disant que la famille de la petite ne peut pas prendre soin d'elle juste parce qu'elle est pas nantie ou alors parce qu'elle est une famille vulnérable n'est pas raisonnable. Tous les parents peuvent prendre soin de leurs enfants, peu importe le nombre. Peu importe le nombre. Ce n'est pas quand vous avez beaucoup que vous pouvez encadrer vos enfants. Vous pensez que les pauvres font comment pour avoir des enfants 8, 7 et jamais personne ne vient chez vous demander de la nourriture? Non, l'explication qu'elle donne là n'est pas bonne pour moi. Elle veut justifier le fait qu'elle doit rester avec la fille et avec cet homme. Moi, je ne sais pas pourquoi. Elle veut lui donner une circonstance atténuante en disant qu'en dehors de cela, c'est quelqu'un de bien. Une mauvaise personne est une mauvaise personne. Maintenant, puisqu'elle dit qu'en dehors de ça, il est bien, est-ce qu'elle a déjà essayé de voir un psy
un psychologue clinicien. Pour qui? Pour son mari? Oui, pour qu'il puisse suivre des séances qui lui permettront de changer. Peut-être que c'est une maladie et il peut être soigné, je ne sais pas. Il y a des personnes qui, à un moment donné de leur vie... Ça peut être une pathologie, vraiment? Oui, ça peut être une pathologie. Oui, ça peut être une pathologie. C'est pour ça que je dis que... Avoir de l'attirance, avoir de l'aversion pour les mineurs? Oui, c'est une pathologie. C'est une pathologie et ça peut être traité cliniquement par les psychologues, cliniciens et autres. Mais le problème ici, dans cette histoire, c'est que vous vivez avec un potentiel violeur, mais vous trouvez que c'est mieux de continuer à laisser cet enfant avec vous et en l'exposant avec cette personne-là. Non, ce n'est pas bon, parce qu'elle ne sera pas toujours là. Et peut-être que l'enfant ne lui a dit qu'une infime partie de ce que le monsieur a déjà fait. Peut-être que le monsieur est déjà allé plus loin que ça. Il y a des hommes aujourd'hui qui, dans leurs emplois, sont souvent obligés d'accepter un certain nombre de choses pour pouvoir avoir de l'ascension. Et la plupart du temps, ils utilisent les enfants qui sont vulnérables et qui ont une certaine pudeur pour le faire. Donc, le mieux pour l'instant serait d'éloigner cet enfant de cet homme. Si elle veut rester avec son mari, qu'elle reste. Personne ne va tirer sur elle parce qu'elle est restée avec lui et tout. Qu'elle reste, c'est son mari, elle a accepté, c'était lui pour le meilleur et le pire. Le pire est là, qu'elle reste. Mais qu'elle n'oblige pas cette adolescente à tuer son enfance, à tuer son adolescence, juste parce que sa famille est pauvre. L'enfant ne veut pas partir. L'enfant ne veut pas partir, l'enfant va finir par aimer le violeur, je suis désolée. L'enfant va finir par aimer son bourreau. Est-ce que dans l'histoire, telle que cela a été relaté, l'enfant a témoigné effectivement qu'il y a eu viol? C'est elle qui raconte comment ça s'est passé dès le départ. Je me permets, peut-être le mot peut être dur, mais est-ce qu'il y a eu pénétration? Bon, la jeune fille dit non. Il utilisait simplement son appareil, il frottait sur elle. Oui, et la mère, parce que j'ai posé la question, est-ce que votre fille est encore pucelle? Elle m'a dit oui, que s'il y avait eu quelque chose, sa fille devait lui signifier qu'il y avait effectivement eu quelque chose. Donc, on prend ça pour argent comptant en disant qu'il n'y a jamais rien eu. Mais maintenant, il faudrait savoir, arriver à un certain âge, à entrer dans 16 ans, est-ce qu'on peut, avec un enfant qui a déjà subi ce genre de choses, est-ce il y a un certain nombre, beaucoup de questions qu'on devrait se poser. Elle devrait amener son enfant à l'hôpital également pour s'assurer. Si cette petite n'est pas atteinte du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'elle a commencé à aimer son bourreau, soit il y a que la personne lui fait des menaces. Parce que les personnes qui, les potentiels violeurs ont souvent des paroles qu'ils utilisent chez leurs victimes qui sont menaçantes. Et ça fait que la victime n'a pas le courage de parler ou de s'exprimer. Genre, si tu parles, je vais te tuer, je vais tuer ta maman, je vais faire ceci. Et les enfants ont souvent peur. C'est pour ça que je dis que les enfants, généralement, qui ont subi des viols, je vous assure, elles sont capables de dormir sous des ponts. Juste parce qu'elles fuient le violeur. À votre suite, quand même, je vais simplement rassurer un téléspectateur que dans l'enquête que cette histoire a été, du moins dans l'enquête qui a été menée, Dominique Audrey a pris la peine d'aller rencontrer également la maman, elle a rencontré également la petite fille, seulement le monsieur n'a pas été rencontré, mais elle a quand même pris la peine de tenter de le joindre, malheureusement ça n'a pas été fructueux pour prendre également son point de vue sur la question. Eh bien, il est important que l'on sache, Dominique Audrey, rapidement, qu'est-ce que de votre point de vue cette dame peut faire aujourd'hui pour protéger la petite fille, d'abord poursuivre l'homme, dans un premier temps, puisqu'elle semble très amoureuse de son mari, elle, la dame, ne veut pas s'en séparer. Elle veut également protéger la petite fille en nous laissant comprendre que la petite fille est... Il y a quand même une précarité dans laquelle l'enfant peut vivre et c'est dangereux pour elle. Dans nos familles, dans nos quartiers, du moins dans notre environnement immédiat, on a ce genre de famille où des parents alignent sensiblement 8 enfants et que ces enfants sont répartis dans plusieurs maisons, dans nos familles. L'autre prend un enfant, l'autre prend un parce qu'on est conscient que avoir une fille de 16 ans dans la maison avec un papa qui ne pourra pas payer l'école parce que soit il ne travaille pas, soit son argent lui sert à jouer au jeu de hasard ou bien à boire du fort et la mère qui fait les champs, ce qu'elle ramène n'est pas suffisant pour payer et les cahiers et les pensions. Conséquence, elle nourrit simplement la maison ou bien un papa qui est malade, qui ne peut pas. Conséquence, à cet âge-là, elle est sûre que la fille qui ira, si la fille retourne chez ses parents, c'est une grossesse qu'elle va ramener. Alors, et elle ne pourra plus aller à l'école. Qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour cet enfant dans ce cas précis, de votre point de vue? Elle devrait d'abord commencer par dire aux parents de cet enfant ce que sa fille a subi
subi dans cette maison depuis longtemps. Parce que c'est plusieurs années que l'enfant a été dans cette situation-là. C'est de nombreuses années pendant lesquelles l'enfant a subi des attouchements. Maintenant, il y aura des conséquences psychologiques sur cette fille qui aura du mal à s'établir, qui aura du mal à avoir une relation normale lorsqu'elle aura atteint un certain âge avec les hommes. Ou alors, cette petite fille va se lancer précocement dans des relations. Elle sera sexuellement active un peu trop tôt avec une image erronée Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Mon problème, c'est comment protéger l'enfant. On dit aux parents de l'enfant. Et maintenant, ce sera aux parents de voir s'ils diront ramène-nous notre enfant et maintenant si tu veux financer ses études, tu le fais à distance. Ben, sauf que la dame aussi a une fille. Qu'est-ce qui lui donne la garantie que sa fille à elle ne pourra pas subir cela? Qu'est-ce qui lui garantit que son mari, entre guillemets, ne pourra pas le faire à l'enfant de la voisine? Voilà. Est-ce qu'on reste avec un homme comme ça? Parce qu'il faut maintenant définir, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Peut-être le premier point de vue de l'amour, parce que... Elle reste là, elle aime son mari. Elle aime son mari. Voilà, ça signifie quoi? Aimer un mari qui est prêt à... Plus d'une fois, lui dit, ben, écoute, vraiment, j'avoue que je ne sais pas ce qui m'arrive, pour reprendre l'histoire, parce qu'on a été ensemble dans cette histoire, je ne sais pas ce qui m'arrive, et vraiment, je te promets que je ne le ferai plus. Mais il le refait encore. Encore et encore, et il donne l'argent à l'enfant, prends ça, ne montre pas à ta mère, prends l'argent, fais ceci. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose, Charles Mbatchou? Est-ce que cet homme n'aurait peut-être pas eu... Trempé dans les choses compliquées? Je vais dire, n'aurait pas eu des accords compliqués et chercherait peut-être, on va dire, victime. Comment est-ce que vous comprenez l'histoire ce matin? Quand je suis Dominique Audrey, venu poser la question de savoir qu'est-ce que l'amour, j'ai envie de quitter le plateau. Pourquoi? Elle aime quoi? Non! Parce que vous, Dominique Audrey, sur ce plateau, vous êtes la disciple, l'apôtre et l'archevêque de l'amour, c'est deux personnes. Oui. Subitement, aujourd'hui, ça devient... Et vous êtes dans le supporter. Monsieur Michel Ngachou, je ne suis pas dans les conséquences parce que la réponse est retrouvée. Cette femme adore le luxe dans lequel et le confort elle vit. C'est tout. Aussi. La réponse est déjà tout trouvée. Parce que je ne pense pas qu'elle dit je ne vais pas renvoyer l'enfant parce que si je renvoie l'enfant va avoir une grossesse. Je n'ai pas envie de garder l'enfant. C'est quoi cette histoire? Elle a déjà la réponse. La réponse est si je laisse l'enfant va se faire violer, va bien se faire toucher et peut-être l'enfant même sera enceinte sous mon toit. C'est très clair. Monsieur Michel, moi je dis, là je parle en tant que bantou. Quand un enfant vous est donné, on prend l'enfant avec la main droite, on tend. Dès que vous prenez, la personne qui vous a donné ne reprend plus l'enfant. C'est votre enfant. C'est à vous de prendre et d'assumer l'entière responsabilité de cet enfant, quel que soit le lieu. Même si vous l'abandonnez, même s'il se marie, vous décidez de partir devant les ancêtres de Dieu, vous serez comptable de tout ce qui arrivera à cet enfant. Premier point. Quand une fille veut aller en mariage chez les Bantous, aujourd'hui on a insulté les traditionnalistes, je vois tous ces vents qui montent, oh les Bantous, oh, Monsieur Michel, quand une jeune fille veut aller en mariage, on cherche. Est-ce que cette fille est prête pour le mariage? Est-ce que son étoile du mariage est allumée? Est-ce que cette étoile brille? Oui. Est-ce que celui qui vient est bon? Est-ce que la famille où elle va, si sera une bonne famille, va l'accueillir? On pose toutes les questions. Qu'est-ce que met la bonne famille? Monsieur Michel. Quand je dis est-ce que ce sera une bonne famille, est-ce que cette famille va la prendre comme un enfant de cette famille, un nouvel enfant de cette famille? Un détail qui me revient, je vous en prie, Monsieur Mbatchou. Lorsqu'elle a essayé de parler de cela à sa belle-sœur lui a dit vraiment il faut avoir du courage, il faut bien faire attention à l'enfant. Donc elle dit que le sous-entendu, c'est que dans sa famille, on sait qu'il a eu l'habitude de faire ça et ça peut être l'une des raisons du départ de sa première épouse. On pose les bonnes questions. Lorsqu'on a suivi, on s'est rendu compte que c'est une bonne famille, M. Michel Ngachou, il y a ce qu'on appelle le dernier lavage qu'on fait à la jeune fille. C'est une bénédiction que toutes les mamans donnent. Lesquelles mamans? Les tantes, ouais. C'est vous qui voulez, je dis les mamans, ouais. Ces mamans lui donnent parce qu'on la retire. À l'époque, il y avait ça, il y avait une case qu'on construisait, on prenait toutes les jeunes filles du village qui étaient embarquées, elles sortaient de là que pour aller se laver, rentrer se soigner avec l'huile de palmiste et le padouk
le bois rouge là qu'on écrasait, elle ne se roignait avec, on les préparait pour le mariage. Aujourd'hui, c'est je suis à l'église, j'aime mon gars, je fonce. Vous n'avez rien à me dire, je pars me marier. Voilà un mariage qui n'a pas été préparé. Ce mariage n'a pas été préparé. Traditionnellement. Oui, elle vous parle de mon premier mari, mon premier mariage. Donc elle a un second, et là voilà qu'il se prépare à entrer dans un troisième mariage, parce que forcément la conclusion sera, je suis sûr, qu'elle quitte ce monsieur, qu'elle va fonder notre famille, qu'elle va rester dans son coin pour élever son enfant. Parce qu'à première vue, et l'information de dernière minute nous garantit que cet homme s'est connu. Si ça avait été chez les Bantous, on procédait tout simplement à la castration. Je vous dis, on ne passe pas par 20 chemins, on procède à la castration. Monsieur Michel, il faut dire que quand on parle d'attouchement, il y a un enfant qui se lève pour vous dire il y a des attouchements sur moi. Un enfant. Ça veut dire que l'enfant a pris toute la mesure. L'enfant qui est un fin psychologue, plus que vous l'adulte, a pris tous les contours de l'affaire en ouvrant la bouche pour vous dire l'enfant a déjà mesuré. Ça veut dire que c'est extrêmement grave. Est-ce que quand l'enfant déjà... L'enfant que nous avons vu, avait environ 15 ans. Je dis l'enfant qui ouvre déjà la bouche. Les enfants savent cacher comme le disait Karim. Mais l'enfant qui ouvre déjà la bouche, sachez que l'enfant atteint le degré de saturation. On n'est plus à l'heure de demander on va faire comment, on va comment. C'est à l'heure d'appliquer une sanction immédiate. Qu'elle convoque les deux membres, les deux chefs de famille en disant voilà ce que je suis en train de vivre dans mon foyer. Les deux chefs de famille, même les femmes, quand ça concerne le viol, on n'implique pas les femmes. Les femmes réfléchissent et agissent avec les émotions et les organes. On appelle les chefs de famille, les deux hommes. Voici ce que votre fils est en train de faire. Je ne sais pas, moi ça m'est étrange. Voici ce que ma fille, pas la fille que j'ai prise quand je venais à mariage. Voilà ce que ma fille est en train de vivre. Voilà la situation. Que me conseillez-vous? Ils prennent une décision. Est-ce qu'on va séparer les chambres? Est-ce qu'on va vous mettre séparation de corps? On prend des décisions. Il y a des décisions traditionnelles. Dans le cas où on demande de supporter, parce que plusieurs fois, il a dit je vais changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Il ne change pas. Elle est là, ça veut dire que c'est elle qui aime le luxe. Il y a une décision qu'il faut prendre. Et les chefs de famille sont là. Que les gens comprennent que quand on entre, avant d'entrer, c'est le choix de toute une vie. Le mariage, en entrant, il faut avoir pris tous les garde-fous possibles. Parce que l'Afrique, on ne connaît pas le divorce. Si on connaissait le divorce, on n'allait pas mélanger le vin et faire boire au père. Et faire boire au père. L'Afrique ne connaît pas le divorce. Ce que nous vivons là, c'est une organisation très grave et très dangereuse. Bobo Bengan, l'histoire de ce matin, quelle solution préconisez-vous? L'éducation des jeunes aujourd'hui. Oui. C'est qu'on aura, c'est l'éducation. Et le drame, justement, c'est que les enfants d'aujourd'hui estiment qu'ils apprennent à leurs parents et que leur échec, il n'inclut pas ce que Karine a dit tout à l'heure. Les enfants ont l'habitude de cacher. Mais dans les cachotteries, papa te dit et maman te disent de faire quelque chose, vous cachez, vous ne faites pas. Après, lorsque l'éducation, votre éducation capote, on accuse les parents. Et on veut, j'allais dire, se dédouaner de tout. Cet enfant, je l'apprécie. La petite fille de 15 ans. Oui, cet enfant, il faut dénoncer. Il faut en parler. Mais chez nous, on dit que la tradition africaine est scientifique. On est en mesure de vous dire, quand tu viens me dire, papa, mon cœur a flashé pour Roger. Vraiment, si je ne l'épouse pas, je vais mourir. Je lui dis, ma fille, arrête, c'est pas un homme pour toi. C'est un bandit. Papa, tu le connais ou tu le... Nous avons des grilles de lecture pour savoir que tel... On peut même dire, s'il est ingénieur, on va dire qu'il a raté de vocation, il aurait pu être diplomate. Parce que l'Esprit de Dieu qui sommeille en lui donne plutôt des prédispositions. Mais comme il est ingénieur, en génie civil ou quoi, demande-lui de se comporter comme ça. On lui dit, mon fils, tu as changé de vocation. Tu aurais dû être ici. Mais comme tu es là, voilà le type de comportement que tu dois avoir pour obéir. Parce que l'homme, c'est l'élément le plus complexe de la nature et qui peut s'adapter. Mais les gens d'aujourd'hui, ils estiment que nous, on est des tarés. Cette femme n'aime pas ce monsieur. Première chose, comme disait Charles Hamel. Il aime le luxe. D'abord, comment elle pose le problème? Tu as 10 ans. Comment, 10 ans, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Et l'autre chose, je vous disais hier qu'il arrivait des situations
où on demandait à la femme de ne plus entretenir des relations intimes avec son propre mari. Et pour le cas précis, puisqu'il y a ce type de comportement répugnant, on castre l'homme, on demande à la femme de prendre quelqu'un de la famille. De la famille de qui? De l'homme de son choix. Incroyable. Oui. Maintenant, si elle n'accepte pas, bon, on lui dit notamment, donc vous aurez donc un mari qui sera castré. Bon, c'est à elle de choisir. Mais en fait, c'est la famille qui faut le castrer et qui n'est pas d'accord de se faire castrer. Vous faites comment? Vous l'arrêtez, vous l'enchaînez? Chez les Bassa, il y a ce qu'on appelle les Mingué. Et les Bamleke, il y a les Nkungang. Tu vas fuir comment? Tu peux fuir comment? Et en plus, ces ont des cercles de corps. Tu vas fuir comment? Quand tu veux donc fuir, peut-être il a le champ veut te dire, mais bon, il y a des choses et d'autres. Tu ne peux pas. Tu peux te cacher où? Tu vas à Kuala Lumpur ou n'importe où on t'attrape. Non, j'entends souvent des choses de dire que la sorcellerie ne traverse pas les océans. Notre sorcellerie traverse les océans. Si c'est ça que vous appelez sorcellerie, ça traverse, puisqu'en fait, nous sommes des spirituels. On peut vous attraper où que vous soyez. Cet homme mérite d'être dégagé de la place publique. Mais comme chez nous, on ne tue pas véritablement, on le convertit aux activités paramilitaires et on l'amène à ne plus s'intéresser aux femmes. On le castre. Et la femme aura donc à choisir si elle veut rester dans la famille, puisque c'est la famille qui l'a épousée. Est-ce que tu as un de ses frères que tu aimes? Si elle dit non, on dit d'accord, maman. Vous pouvez, mais ici, puisque nous conservons le lien, la famille, Pas d'enfant. donc les deux familles, comme a dit Charles Hamel, ça se discute entre les chefs de famille. Les femmes sont loin, sont très loin. Elles mettent des organes et vont commencer à parler des choses et d'autres. Regardez comment celle-là réagit. Parfois, les deux chefs de famille peuvent s'associer pour vous tabasser. Hein. Vous tabassez qui l'ont? Oui, tout à fait. Ils s'associent pour vous cogner. C'est des choses qui se passent. Je dis, C'est la honte, tu as pour la honte de la famille et tu... Vous ne savez pas ce que ça va donner. J'imagine bien, je m'imagine un peu la place cet homme, mais la honte n'aura pas de... Le fardeau sera très lourd quand même. Hein, oui, parce que je vais vous dire, j'ai eu à assister... On a très peu de temps, M. Batou. Juste 5 secondes, j'ai eu à assister à une scène comme celle-là, où il y avait quelqu'un justement qui procédait à Bazou, plus précisément M. Michel Ngachou à Chong, où j'ai eu à assister à un monsieur qui faisait ça. On a réuni, on a attendu aujourd'hui, on a réuni tous les enfants de la famille, parce qu'il ne voulait pas changer en disant que désormais, éviter tonton tel, parce qu'il pose tous les enfants de la famille. C'est évolué de manière graduelle. C'est peut-être une solution en même temps. Il a commencé à pleurer, s'écouler. On a dit à tous les enfants. Voilà, c'est peut-être une solution en même temps. Vous qui nous regardez ce matin, des endroits où vous êtes en réalité, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire et comme réaction? Nous vous lirons tout à l'heure sur 10-12, le Zénith, sur Facebook, ou encore sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live, ou encore sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous prendrons du plaisir à vous lire, madame, monsieur. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du non-paiement des contributions financières du Cameroun auprès des organisations internationales. Le Cameroun est endetté partout et auprès de tous pour tout. Le Cameroun est membre de 196 organisations mondiales où il est appelé à procéder à des contributions annuelles constantes, mais il ne le fait pas. Comment comprendre le fait que ce soit des organismes qui rappellent chaque fois au Cameroun de payer ses contributions? Chers membres, chers ministres du Commerce, vous avez des aérés de 148 millions. Monsieur le ministre de la Santé publique du Cameroun,
vous avez auprès de nous des aérés en termes de contribution qui s'élèvent à 138 millions. Est-ce normal dans un pays sérieux? Comment comprendre qu'il n'existait pas jusqu'alors un système d'actualisation permanent du fichier des organisations internationales au budget desquelles contribue le Cameroun? Pourquoi aller poser la question? La véritable question, elle devrait être remise et transmise à l'entrepreneur en chef dans ce pays. Comment comprendre cette politique de la chaise vide pratiquée dans ce pays? Comment comprendre la chasse au gombo qui entraîne systématiquement des lenteurs dans le suivi administratif des contributions? Savez-vous que le Cameroun brille par ses retards systématiques aux réunions, les séances différées, l'absentéisme récurrent de plus de 40% des membres représentants du gouvernement qui finissent par désemparer les autres membres et notamment ceux représentant les partenaires au développement? D'ailleurs, l'entrepreneur en chef de ce pays assiste-t-il encore aux différentes rencontres internationales? Point d'interrogation. On comprend donc pourquoi très peu de ministres participent aux grands rendez-vous et sont ignorants ou alors jouent tout simplement fignol de ne pas savoir qu'ils doivent payer des contributions. Le Cameroun reçoit de nombreuses requêtes transmises par des organisations internationales pour réclamer d'importants aérés, situation qui perturbe sérieusement l'exécution du budget de l'État et dégrade l'image du pays. Comment comprendre que le volume des contributions du Cameroun aux organisations internationales se soit considérablement accru au cours des dernières décennies? Volume de contributions qui avoisinait il y a un an les 10 milliards de francs CFA, en moyenne pour 196 organisations internationales recensées. Comment comprendre donc ces multiples suspensions que ne cesse de subir ce pays à l'international, donnant l'impression d'avoir affaire à un pays dirigé par des femmes? Comment comprendre que les raisons évoquées par le gouvernement font état de l'absence de données relatives à la domiciliation bancaire étrange? Le problème lié à la localisation de certains organismes bénéficiaires, de même que la communication tardive des informations concernant les modifications des montants des contributions statutaires par les organes délibérants de ces organismes. Vraiment, incroyable. Incroyable, quand on sait que ce gouvernement est pétri des professeurs agrégés en agrégation, des professeurs ayant des doctorats ou des doctorats et des doctorants, et même ceux qui s'attribuent ces titres. Vraiment étonnant que ce soit ceux-là qui disent détenir des chèques, qui ne parviennent pas à être capables de gérer ce type de dossier. Allez parcourir le document d'orientation budgétaire 2020 pour comprendre de quoi je parle. Comment comprendre que les membres du gouvernement veulent nous faire comprendre que de nombreuses adhésions sont faites sans avoir suivi la procédure en vigueur, principalement l'autorisation nécessaire à cet effet, et sans aucune remontée d'informations sur l'adhésion, notamment sur le niveau des contributions attendues annuellement par les organisations. Comme nous sommes dans un gouvernement de zélés, veut-on donc nous faire croire que c'est chaque ministre qui, parce qu'il veut plaire au roi, se déplace, va signer des engagements, s'inscrire dans certaines organisations, sans revenir dire au Premier ministre, rendre compte en disant « voici ce qui a été fait » ou tout simplement trouve-t-il des failles par rapport au lobbying pour adresser cela au chef de l'État? Point d'interrogation. Quel est le jeu d'un trouble des médias, notamment le média national, qui à chaque signature, inscription dans une organisation, prend sur lui de faire un tapage médiatique à grands francs sur la chaîne nationale? D'ailleurs, qui peut faire une telle bêtise? Voudrait-on nous dire que ces organisations souffrent d'amnésie, à telle enseigne qu'il n'existe aucune traçabilité, mieux aucun retour à chaque inscription auprès d'un organisme? N'y a-t-il pas lieu de voir une mauvaise foi de la part des dirigeants de Yaoundé? Autrement dit, cherche-t-il à nous faire comprendre que chaque ministre nommé pose des actions, quitte à l'inscription du Cameroun, dans certaines organisations sans que la chaîne gouvernementale ne soit tenue informée?
Dans tous les cas, rappelons-nous qu'au mois de mars 2020 dernier, le Cameroun était suspendu de l'Organisation mondiale du commerce. Rappelons-nous que les programmes paludisme, VIH-Sida, tuberculose ont connu de sérieux problèmes à cause des contributions de la quote-part du Cameroun qui n'avait pas versé. L'OMS parle de plus de 100 millions de francs CFA que l'État devrait payer. Pourquoi ne paye-t-on pas? Pourquoi est-ce que le Cameroun ne s'acquitte pas de ces différentes dettes? Dans tous les cas, en 2020, ils ont commencé à épurer, mais à ce jour, de nombreux organismes attendent. Qui vivra, verra. Est-ce qu'on vivra? Est-ce qu'on verra? Les Camerounais sont-ils conscients du comment est-ce qu'on gère ce pays aujourd'hui? En même temps, ses ressources, ses fonds, ses budgets alloués pour des organismes internationaux aujourd'hui. Quel regard, vous, Camerounais, vous jetez sur l'image que ces dirigeants ou encore les gouvernants, si vous voulez, le gouvernement camerounais qui est censé s'assurer de ces réalités, quelle est l'image que le Cameroun renvoie à l'extérieur aujourd'hui? Au-delà de cette question, on est quand même en train de se demander quelle est l'approche diplomatique que le Cameroun renvoie vis-à-vis de la communauté internationale à travers ses institutions ou organismes internationaux. Madame, Monsieur, le regard, organismes internationaux, merci. Madame, Monsieur, le regard ou encore la prestation est la vôtre ce matin. Nous tenterons encore de vous montrer réellement comment le Cameroun fait tout pour se discréditer à l'international. Finalement, qui doit-on accuser? Qui doit-on regarder? Où est le problème? Ensemble, justement, vous semblez avoir la réponse. Passez-la à nous, s'il vous plaît. Bonbon Bengan Kandji. On parle justement d'image du Cameroun écorché. On parle de diplomatie tatillonnante, désuète d'ailleurs, avec de telles attitudes. Qu'est-ce qui peut bien justifier la non-cotisation justement du Cameroun auprès de ces organismes internationaux aujourd'hui? C'est quoi le problème? C'est qui le problème de votre point de vue? C'est le chef de l'État. Toujours. Il a peur des Camerounais qui émergent sur le plan international. C'est tout. Il a peur de quoi? Des Camerounais qui émergent, qui ont une stature internationale, qui émergent sur le plan international. C'est comme ça que ça se fait. C'est ça qui explique cela. Vous verrez que les Vera Songwe dont on parle, on vous dit tel. En fait, quand les Camerounais émergent, même les Célestins Monga, ils émergent individuellement. Les Longchong, les Ritinje et tout, on peut en citer, on vous dira. Ce sont ces organismes-là qui viennent dire, mais attendez, nous avons une de vos filles, vraiment, c'est pas normal. Et nous, on veut. Mais, parce que le système des Nations Unies fonctionne par parrainage. Mais quand ils sont donc dans leur réseau, les institutions, ben, je pense que la dernière fois, avoir fait ça, c'était avec Maurice Kamto. Parce qu'ils ont bataillé pour qu'il soit truc de l'AE, oui. International, là, ils ont fait. Mais effectivement, il y avait des arriérés de cotisation. Donc, ils craignent l'émergence des Camerounais dans ces organismes internationaux. Ils craignent, oui. La crainte peut se justifier par rapport au fait que ceux-ci émergent, comprennent mieux le pays, qu'ils semblent ne pas comprendre bien. Non, ils pensent que la communauté internationale peut utiliser les formules pour l'enlever précipitamment de pouvoir. Ah, c'est la conservation du siège. Jean Lamel parlait de l'Organisation mondiale de la santé tout à l'heure. Est-ce que la santé, quand même, je peux même mettre de côté le commerce? Les quotes-parts des cotisations ont été revues en 2017. Le Cameroun, parce que généralement, on ne donne pas pourcentage, on définit le budget de l'organisme en question, on divise par pourcentage du PIB de chaque pays. Pour le cas du Cameroun, à l'OMS, je pense en 2017, c'était 0,0120 dollars de contribution. Et on a revu ça à 0,0100. Ça correspondait à une bagatelle de 55 millions, 55 740 000, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le Cameroun doit contribuer au sein de l'OMS annuellement. N'a contribué qu'à hauteur de 27 870 000. Il restait, je pense, 23 225 000 à payer. Il n'a pas payé.
vous verrez que pour un pays qui a eu les gens comme Monet Kossor, qui était président Afrique de l'OMS, directeur Afrique de l'OMS, vous ne pouvez plus postuler à ce genre de poste, vous ne pouvez plus. Donc, en fait, on vous prend comme des cadres, vous émergez là, comme je parle des notions. Bon, on peut vous mettre à des choses comme ça, on demande le parrainage de votre pays, mais pour venir postuler, en tant que tel, il faudrait que le pays soit à règle de ses cotisations. Donc, vous ne verrez pas, par exemple, le Sénégal être en règle veut dire être modèle. Être en règle veut dire se faire passer pour un pays modèle en termes de cotisation. Oui, mais attendez, vous êtes dans une association, vous vous dites, nous allons donner 100 francs tous les mois. Oui. Vous devez donner vos 100 francs. Généralement, même dans les associations aussi, vous pouvez être éligible si vous avez honoré vos cotisations. Vous êtes régulier dans des réunions. Vous êtes. C'est donc tout cet ensemble de dispositions qui vous permettent de postuler à être président, directeur général ou tout ça. Pour faire la petite fixation, Bombok, si vous avez 56 millions de francs annuellement à reverser au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et que vous n'en soyez qu'à 26 millions, alors est-ce qu'il n'y a pas une ligne budgétaire qui permettrait bien sûr au Cameroun de mieux faire ses cotisations? Et en réalité, ne devrait-on pas s'interroger sur qui est celui qui gère ces lignes budgétaires? Et justement, nous sommes là à l'international. C'est-à-dire, oui, à l'international, vous avez utilisé le mot juste la diplomatie. Oui. Et eux disent là-bas que c'est la diplomatie de présence. Donc, c'est du domaine réservé du chef de l'État. Même au niveau de la CAF, de la FIFA, c'est le domaine réservé du chef de l'État parce que c'est la diplomatie. Donc, le ministre de la Santé qui n'honore pas ses cotisations, cela ne relève pas du ministère de la Santé. Cela relève du Premier ministre et du ministre des Relations extérieures qui doivent rappeler au président de la République que le budget de cette année, le ministère de la Santé doit contribuer à hauteur de 55 millions 740 que l'Assemblée vote. Le ministère du Commerce à l'Organisation mondiale du commerce doit contribuer à hauteur de temps. Voilà, le ministère des Sports, d'éducation physique, nous avons des engagements à l'égard de la FIFA, de tel. Ça va de tous les autres. On est Organisation internationale de la douane, ainsi de suite. Donc, on a peur, je vous dis, notre entrepreneur en chef a peur de l'émergence du Cameroun. Parce qu'il fut même un moment où, je pense, Dokingé, il était, je pense à l'époque où Boutros Ghali a été élu secrétaire général des Nations Unies, il devait postuler pour être secrétaire général des Nations Unies. Mais bon, la candidature n'a pas été adoptée. C'est bien dommage. Comment vivez-vous cette réalité au Cameroun aujourd'hui, madame, messieurs? À l'international, comment nombreux Camerounais établis dans les organisations internationales aujourd'hui parviennent-ils à vivre en sachant que le Cameroun n'a pas finalisé ses contributions au sein de ces organismes internationaux? Le problème est-il exactement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne s'en assure pas au final? Qui sont ceux qui sont censés mener à bien ce travail aujourd'hui? N'est-il pas quand même un peu trop, Karine Sondia? On peut se dire quand même, il y a une ligne budgétaire, c'est une diplomatie qui doit être gérée par le chef de l'État lui-même. Il a certainement délégué des personnes qui doivent gérer ceci. Peut-être on lui a fait des comptes rendus, mais quand on soit nous ensemble, n'est-il pas également un échec de la gouvernance nationale vers l'international aujourd'hui et palpable à travers ces cotisations manquées? Si, on peut bien voir l'échec et cela va même de l'image que le Cameroun renvoie à l'international comme un pays qui est toujours endetté, un pays qui ne paye pas ses cotisations. Ça veut dire que c'est un pays qui n'est pas très fiable pour vous si vous voulez faire un investissement. Par exemple, ça veut dire que si vous voulez investir au Cameroun et que l'État du Cameroun doit contribuer, finalement, il ne mettra pas sa quote-part. Donc, ça ne vous encourage même pas à venir dire que vous voulez investir dans quoi que ce soit au Cameroun. Mais il faut dire que lors de la session de juillet 2019 à l'Assemblée nationale, il y a un débat qui a été amené par les membres du gouvernement. Le débat consistait notamment à la réduction des adhésions du Cameroun dans les organisations internationales parce qu'il se disait que ça coûte beaucoup trop cher au Cameroun. C'est environ 10 milliards de francs CFA en 10 ans pour les 196 organisations internationales. Et il se disait que c'est beaucoup trop pour notre pays au vu des difficultés financières par lesquelles le Cameroun passait. Sauf que l'adhésion à ces associations-là, ça implique qu'il y ait des cotisations, comme dans tout groupe ou dans toute organisation. Et généralement, les Camerounais, M. Bachou a soulevé ici les raisons pour lesquelles ils disent ne pas pouvoir payer parfois. Ils disent qu'il y a des difficultés parfois on ne respecte même pas les critères d'adhésion
d'adhésion, c'est-à-dire que de nombreuses adhésions sont faites sans avoir suivi la procédure autorisation nécessaire à cet effet, aucune remontée d'informations sur l'adhésion en ce qui concerne les contributions. Donc parfois, on adhère à une organisation sans que le gouvernement lui-même ne soit au courant ou encore sans que le Premier ministre ne sache de quoi ça retourne, c'est-à-dire que ce que ça va demander comme cotisation et toutes les informations qui vont avec. Donc le Cameroun avance là avec les yeux bandés. On dit seulement que Organisation mondiale de la lutte contre le sida, PAP, le Cameroun signe. Organisation mondiale de la santé, le Cameroun signe. Organisation mondiale de telle chose, le Cameroun signe. Sans savoir ce qu'il en est, de ce qu'il devra donner comme quote-part, parce qu'il en va aussi de sa contribution. Maintenant, après cela, on va dire que le ministère des Finances a expliqué en janvier 2020 que le retard, M. Bachela aussi a expliqué, mais il faut dire qu'il y a plusieurs sanctions auxquelles le Cameroun fait face aujourd'hui, parce qu'il a été sanctionné par l'Organisation mondiale du commerce, une sanction administrative de catégorie 3 qui consiste en la suspension de toutes les activités d'assistance technique ou de refus de tout accès aux formations organisées par l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'OMC va organiser une formation ou des séminaires et autres, le Cameroun ne devra plus envoyer ses représentants pour bénéficier des formations, justement parce qu'il ne participe pas aux cotisations. Pourtant, c'est une organisation qui permet qui a de très bonnes fonctions, accords commerciaux multilatéraux, servi d'enceinte pour les nouvelles négociations. Mais il faut dire qu'il y a une nouvelle tendance aussi au Cameroun qui explique que appartenir à ces organisations mondiales ne sert à rien. C'est une nouvelle tendance qui est née, qui dit que le Cameroun dépense pour rien parce que ça ne nous apporte à rien. En fait, ça nous fait même perdre en devises parce qu'elles n'aident que les grandes firmes internationales à accentuer leur commerce au Cameroun et pas l'inverse. Très bien. Karine Sontia, merci beaucoup. Merci pour ces explications ce matin. Merci, madame, messieurs. Mais on se demande quand même comment les Camerounais vivent-ils lorsqu'ils savent qu'il y a des cotisations à l'international et qui ne sont pas respectées. Comment les ministres du Cameroun regardent-ils ce matin lorsqu'on en parle effectivement et qui n'osent pas dire au chef de l'État ce qu'ils en ont fait, ou encore, si le chef de l'État nous regarde ce matin, nous lui adressons notre sympathique bonjour. On en reparle. Bon retour mesdames et messieurs, merci encore. Attention, qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui avec le CHAN? Comment les Camerounais vivent-ils l'organisation d'une telle compétition au Cameroun? L'interpellation est faite bien sûr ce matin à l'endroit du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui jusqu'à présent a pris sur lui d'organiser ce CHAN et qui pour les Camerounais est extrêmement morose, mauvaise communication, très mauvaise communication d'ailleurs, aucune émulation, aucun mouvement dans le pays et la direction touristique du Cameroun. Comment vendra-t-il le tourisme camerounais à travers ce CHAN? Quelles sont les garanties sécuritaires données aujourd'hui autour de l'organisation du CHAN au Cameroun, notamment dans les régions dites anglophones qui d'ailleurs selon certaines indiscrétions avec les frères camerounais d'expression anglaise mais surtout entre guillemets en basonien ont laissé entendre la CAF qu'ils ne vont pas laisser justement ces compétitions se jouer dans cette partie du Cameroun aujourd'hui. Que nous dit exactement Narcisse Molekambi il y a quelques jours de cette organisation? Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est-il le technicien avéré? Est-il la personne qui sait comment on organise de pareilles compétitions? Est-il un événementiel du sport ou encore de grandes compétitions? Qu'est-ce qui peut justifier l'accaparement du ministère des Sports et de l'Éducation physique de l'organisation du CHAN aujourd'hui? Pourquoi avoir écarté exactement la Fédération camerounaise de football? Où est le président, son président? Que fait-on des techniciens? Et que dire d'une organisation de la CAN sur un seul Camerounais quand on sait que l'année a été écoulée sans qu'il n'ait une réelle organisation du championnat amateur dans ce pays? Madame, messieurs, allez vous poser les bonnes questions. Puisqu'on se pose les bonnes questions au quotidien, peut-être le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekambi, peut nous donner des réponses dans les jours à venir, tout en vous rappelant quand même que Albin Bengue, qui lui s'occupe de la communication, aurait choisi aujourd'hui de délivrer des accréditations aux journalistes, tout en regardant d'abord les communications de ces derniers dans les forums WhatsApp. Si vous parlez mal de la fédération ou encore vous parlez mal de l'organisation, on ne vous donnera pas d'accréditation. Comment expliquer cet état de choses? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on s'arrête là-dessus et qu'on ne donne pas un visage reluisant au Cameroun à travers le CHAN?
Bienvenue à vous, madame, monsieur, pour la deuxième partie de votre émission. C'est 10-12, le Zénith, et nous sommes bien sûr au Zénith avec vous. L'histoire de ce matin, peut-être pas l'histoire, la colère de ce matin nous ramène sur le réel problème des cotisations, des non-cotisations au niveau des organismes internationaux par le Cameroun. C'est une histoire qui interpelle plus d'un, c'est une réalité à laquelle, Dominique Audrey, vous aussi, vous pensez que le Cameroun devait faire quelque chose, au plus vite quand même. Oui, à la base, lorsque vous essayez de parcourir ce en quoi consiste la plupart des organisations, rassurez-vous que je viens de découvrir une autre là tout de suite, l'Organisation internationale des bois tropicaux, et qui consiste aussi à la conservation, de la gestion durable et tout. Mais la question que je me pose, c'est lorsque vous voyagez, vous décidez de sortir de la ville, vous voyez de façon sauvage comment le bois sort, comment est-ce qu'on conserve ce bois ? Je sais pas, parce que apparemment c'est cette organisation qui gère la vente et tout. Et à côté de ça, on a envie de se dire, le Cameroun est dans toutes ces organisations-là au total, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? On a été bottés comme des malpropres de l'OMC avec 5 années d'arriérés de cotisation impayées à hauteur de 180 millions de francs CFA, soit 42 millions à verser par an. Et cette organisation-là, lorsque vous y adhérez, vous êtes ouvert au marché international. Qu'est-ce que le Cameroun vend à l'international pour adhérer et verser 42 millions par an? La question, je la pose. Quelles sont les études qu'on fait avant de se lancer dans ces organismes internationaux-là? Qu'est-ce qu'on a à apporter et qu'est-ce qu'on a à gagner? Parce que ici, moi, je ne vois que l'argent qu'on débourse. D'abord, on prend le pays, on le traîne dans la boue parce qu'on ne paye pas. Et à côté de ça, on n'a pas de rentrée. Tout aujourd'hui dans le monde est intérêt. Tout ce qu'on a à faire avec un autre pays, avec d'autres pays, on doit avoir des retours. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement le Cameroun est sali, mais en plus, on a des dettes sans rien gagner en retour. Donc aujourd'hui, on a la francophonie, si je ne me trompe, on a l'OIBT avec les bois tropicaux et énormément d'autres organisations internationales. À quoi est-ce que ça sert ? À quoi est-ce que ça sert puisque ça n'apporte rien de plus au pays? De base, c'est censé mettre le pays à un certain standing avec d'autres pays. C'est censé vendre le pays. Mais sauf qu'une personne qui est endettée, une personne qui n'est pas responsable, parce que c'est ça aussi être responsable, d'assumer les engagements, de respecter les engagements qu'on prend, ça fait que de toute façon, lorsque le Cameroun voudra même faire quelque chose de bien dans une organisation qui pourrait être profitable pour nous autres, on vous dira non, votre passé, on sait comment est-ce que vous avez fonctionné dans telle organisation, dans telle autre organisation, donc on ne veut pas de vous ici avec nous. Donc, moi je suis d'accord, ça c'est depuis 2019, si je ne me trompe, 2020, qu'on a pensé à sortir de certaines organisations à cause des charges que ça impliquait. Il faudrait qu'on sorte et qu'on rationalise où est-ce qu'on va rester, ce qu'on va apporter de plus. Et ce que ça rapportera bien sûr au pays. Moi, je serais partante pour qu'on puisse reconquérir l'OMC et en favorisant le commerce, en favorisant les productions locales qu'on pourra vendre en dehors. C'est un marché qui s'ouvre. Il faut qu'il y ait aussi une politique camerounaise sur l'exportation à effectuer. Ça va de pair. Si on donne la possibilité, on donne les moyens, on aménage l'espace pour que nos producteurs locaux, ça c'est avec le ministre Basilekin 3, si 2, 3, bon, Basilekin, c'est 3, oui, Basilekin, si il réussit à aider par exemple les producteurs, les sculpteurs et autres à son niveau et qu'on réussit à aller à l'extérieur, vous savez, les étrangers aiment bien les trucs qu'on a chez nous ici, on pourra être compétitif, on pourra gagner des marchés là-bas, donc rembourser la dette et choisir des organisations importantes. Très bien. Oui. Le Cameroun pourra-t-il faire quelque chose exactement pour en sortir aujourd'hui? Qui sont ceux qui sont tenus pour responsables de cette gabégie autour des cotisations dans ces organismes internationaux, au-delà de l'interpellation? 10 milliards par an, c'est oui, 10 milliards par an. Au-delà de l'interpellation apportée ou encore adressée au chef de l'État aujourd'hui, Charles-Amen Badiou, il faudrait que quelque chose soit fait au plus vite. Si quelque chose devait être fait, qui doit le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment doit-on le faire pour en sortir? La première chose, il faudrait qu'on dise à tous les ministres d'arrêter de plaire au roi.
les courtisans de la cour, arrêtez de plaire au roi. Mais En voulant vous mettez le doigt dans l'œil là, monsieur Mbathiou. Monsieur Michel Ngachou, en voulant plaire au roi, on finit par induire le roi dans des erreurs incommensurables, monsieur Michel. C'est très important parce que, rappelez-vous, permettez-moi, je prends de cet exemple, vous vous rappelez la dernière fois, je pense que lorsque le ministre du Développement, de l'Habitat et du Développement urbain, l'actuel ministre était allé signer, je pense bien, un contrat où elle avait réussi à avoir un truc au niveau de l'ONU, Habitat, je pense bien quelque chose comme ça. Elle était rentrée, mais on avait triomphé, on avait célébré ça comme si M. Michel Ngachou, c'était un trophée. Mais qu'on arrête de plaire au roi. Travailler pour le pays. Vous vous rappelez lorsqu'on avait ramené cette fille, la jeune fille qu'on appelait Prudence, qui était torturée, je pense c'était au Koweït, je ne sais pas si c'était au Koweït, qui était torturée. On avait dit non, on a affrété des avions. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était l'organisation internationale je crois, des migrants, de migration, l'OIM. Je pense bien qu'il avait pris sur elle de faire entrer le Cameroun les membres de cette organisation et qui avait remis 65 000 à chaque individu. On avait dit c'était l'État du Cameroun. Faux. C'est ça le principe. Vous voyez ces organisations comme les tontines. Mais dans les rendus publics, on nous a fait savoir que c'est le Cameroun qui s'en est occupé. Mais je vous dis non, monsieur Michel investigation qu'on se rend compte que ce n'est pas le Cameroun qui a fait revenir monsieur Michel Ngachou, il faut le savoir. Voyez ça comme des tontines. Regardez que depuis pratiquement 20 ans, monsieur Michel Ngachou, hormis le programme de lutte contre la tuberculose, presque les objectifs des programmes nationaux de lutte contre le sida, le paludisme ne sont pas atteints depuis. Allez fouiller, on va vous dire. Rupture de ceci, rupture de cela. Dans cette cotisation avec l'OMS, il est prévu qu'en cas de crise, en cas de sinistre, en cas de... L'organisation prend d'abord sur elle de parler en attendant que dans les différentes cotisations, on pallie. Vous avez vu le sinistre à Haïti, c'est le monde entier qui s'est levé. C'est parce que vous êtes membre de ces différentes organisations. C'est comme nos tontines qu'on fait quartier à la caisse malaire et à la caisse... voilà. Quand vous n'êtes pas en règle, on ne vous aide pas. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plusieurs, il y a eu les cas de vaccins, le cas de certains médicaments, de rupture, que on demande d'abord, on dit il y a rupture, il y a rupture. Mais lorsque les gens approchent, on dit payer d'abord. Payez d'abord. Soyez en règle. Pourquoi c'est si difficile de gérer 10 milliards quand à longueur d'année? Mais vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngachou, que tout au cours de l'année, on fait tout pour démontrer que le Cameroun n'a pas d'argent. Regardez la politique. Jusqu'aux années 2000, le Cameroun était un pays comme ça. Est-ce que vous savez que c'est le Cameroun qui partait batailler à l'international pour le positionnement de ses fils? On dit non, il faudrait qu'il y ait un Camerounais à l'ONU. Il faut qu'il y ait un Camerounais à l'UNICEF. Non, il faut qu'il y ait un Camerounais à l'UNESCO. Mais partout dans le monde entier, on faisait tout à l'époque pour positionner les Camerounais, pour faire briller le Cameroun. Bon, on a cité quelques illustres, bien de personnages de regrettée mémoire. Mais d'où vient-il qu'à un moment donné, on empêche, on bat la voie et le Cameroun ne cesse de s'enfoncer, crédit sur crédit, endettement sur endettement. À des moments, vous vous rendez compte qu'à l'heure de la crise humanitaire, alors que le Cameroun, au Cameroun, on était en train de regarder, je pense que c'était l'invasion des criquets, il y avait une famine, on regardait vers l'OMS, on regardait, c'est Muammar Kadhafi qui s'était levé de son temps pour affréter 2 avions avec des sacs de farine, ceci, en disant que je règle d'abord, vous allez rembourser par la suite. Non, mais Charles, alors, monsieur Michel, est-ce qu'à un moment donné, permettez, je vous en prie, vous savez, c'est jeu des colères. Et lorsque vous les faites ici, chaque Camerounais qui nous regarde et avec qui nous échangeons au quotidien, nous portons le regard sur le premier Camerounais, sur l'entrepreneur en chef lui-même. Vraiment, avec tout le respect que nous devons à l'entrepreneur en chef, sans prendre position sur ces faits, véritablement, est-ce qu'on n'a pas le sentiment? Et là, trivialement, on se pose la question, est-ce qu'il apporte vraiment à ce pays? La question posée aux parlementaires, ils vont vous répondre. C'est eux qu'on a mis devant pour nous répondre. En réalité, on a des parlementaires qui sont faux. Oui, qui sont la question aux parlementaires. Nous sommes la presse à l'appel. Nous aussi, on peut répondre. Si vous voulez pas, je vais vous aider. C'est quand même assez grave, mon moment, gars. Mercredi, le 12 juin 1974, l'Organisation de l'Unité africaine s'est réunie. L'organisation de l'Union africaine. Oui, voilà. L'Organisation de l'Unité africaine s'est réunie
à Mogadiscio, en Somalie. Oui. Je parle bien du 12 juin 1974, c'était mercredi. Première chose, on porte le président Siad Barre à la tête de cette organisation. Deuxième jour, le président Gowon du Nigeria demande la démission du secrétaire général de l'ONU, de l'OUA, qui s'appelle le Camerounais Zo Ikangaki. Ikangaki, oui. Les gens pensent que Cameroun, non. Zo Ikangaki venait d'engager l'OUA dans un dépasse financier terrible. Il avait signé des contrats où il a bénéficié de beaucoup d'argent. Ce n'était pas normal dans des détournements et tout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, justement, je ne veux pas de 1974. Oui. Après, ça devait être la honte pour le Cameroun. Mais sauf que la prestance, la diplomatie de présence du Cameroun, on demande au président Aïdjo de trouver quelqu'un d'autre. Donc pour ce cas précis, vous avez votre fils qui gère l'administration d'une telle organisation et qui est impliqué dans des vols d'argent et des contrats de pétition. On aurait pu exclure le Cameroun. On n'a pas exclu le Cameroun. Non seulement on n'exclut pas le Cameroun, mais on demande au Cameroun de choisir un remplaçant. C'est à ce moment que Tekim Boumoua vient. Voilà, il a fait 2 mandats. Donc voilà ce qu'on appelle la diplomatie de présence. Voilà, parce qu'il faut peut-être rappeler cela pour vous dire que lorsqu'on interpelle l'entrepreneur en chef du Cameroun, nous n'avons pas un problème personnel avec lui. C'est qu'en faisant toutes les analyses quand même, il nous retombe sur lui, il nous représente. Et on se demande, mais voilà, il est où faire en sorte que lorsque quelque chose arrive à Antoine Timi, à la commission de c'est pas moi. Le Parlement, mais l'homme de Parlement africain aussi. Voilà. Le cas de l'homme de Parlement. Justement, c'est d'ailleurs son directeur de cabinet qui est devenu le professeur Longa Tonga, qui est devenu secrétaire général de la région du centre actuellement, avec celui qui est un Kodonda. Il y a des choses. Donc, en fait, vous devez être présent. C'est le domaine réservé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait, par un coup de tête, enlevé Tekim Boumoua. Il avait dit, mais vous pouvez dire à Eric Tindjé, vous pouvez être là un jour, vous avez fait confiance à vos collaborateurs, vous entendez que la guerre de Cap parce qu'un collaborateur a signé. Ça nous laisse dubitatif, Charles, parce qu'on se demande, est-ce que lui-même, je dis encore tout le respect que nous lui devons, est-ce que lui-même il comprend cette donnée, la chose? Il y a des appuis. En 1974, il était ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Comment il ne comprend pas? Mais pourquoi donc lui-même dans une telle pratique aujourd'hui, Charles? Dans le domaine du livre, vous avez sur le plan de la francophonie, vous devez être à jour en termes de cotisation. Vous avez des appuis en termes de livres qu'on envoie, des livres qu'on envoie pour les écoles, des formations, restructuration, recyclage de vos anciens. Sur le plan de la santé, vous en bénéficiez. Sur le plan économique, vous en bénéficiez. Sur le plan culturel, les appuis dans vos différents festivals. Là, on vient récupérer, vous voyez qu'aujourd'hui le Mwon est rentré dans le patrimoine mondial, de l'UNESCO mondial. Il y a des atouts. Le Cameroun, si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas bénéficier. Et si vous n'êtes pas à jour de vos différentes cotisations, vous avez l'assistance technique. C'est-à-dire, bon voilà, vous voulez lancer, on est aujourd'hui dans la phase d'industrialisation, les énergies renouvelables, les ceci. Lorsqu'il y a des séminaires, on vous invite, vous venez discuter. C'est parce que vous êtes membre de ces différentes organisations. C'est beaucoup d'intérêts, monsieur Michel Gachou. Et des intérêts, vous voyez quelqu'un qui va participer à un sommet, je ne sais pas moi, la haie sur le climat, sur la paix, sur ceci, parce qu'il appartient à cette organisation mondiale de défense ou de protection de l'environnement et du climat. Le gars qui est ici, là, avec dans ses bagages une délégation de 6 personnes. La délégation de 6 personnes, c'est 3 cadres, 3 épouses ou 3 djomba. Ils arrivent à l'aéroport, au lieu d'aller au lieu du séminaire, ils vont dans les hôtels. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici, oh, c'est là. Quand on se retrouve à la fin à établir le rapport, ils arrivent et veulent venir faire signer. On dit que mais on vous a pas vu, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas discuté. Mais oui, le Cameroun, on vous dit que 40% dans tous ces rendez-vous, le Cameroun n'assiste pas. Lorsqu'on prenez le rapport, allez sur Internet, vous prenez le rapport. Lorsqu'il faut débattre de véritables questions, ces gars qui voyagent, soit ils dorment, ils sont assis, ils dorment pendant toute la convention, d'autres arrivent, ils profitent pour aller faire des visites médicales, ils n'ont pas le temps de siéger et de débattre, de défendre les intérêts du Cameroun. Est-ce que ça ne fait pas honte en réalité, chers Camerounais, vous qui nous regardez ce matin, est-ce qu'en réalité, une telle colère, sachant que le responsable est là, c'est notre président de la République, et qu'il soit calme devant des situations pareilles, n'avons-nous pas, nous Camerounais, honte de savoir que nous ne sommes pas à jour dans les cotisations
dans ces organismes internationaux aujourd'hui. Que ce soit... Oui. C'est le terme consacré, honte. Oui, est-ce qu'on ne doit pas avoir honte quand même? Parce qu'en réalité, et je pose la question trivialement, je dis, on est très souvent à la veille des élections, qu'elles soient présidentielles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des Camerounais qui ont des couilles suffisamment pour dire nous allons faire le bilan global de ce qu'on a eu au courant des 7 ans? Est-ce que les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui, comment c'est... La mère vous a répondu. Il y a une commission des affaires étrangères au Parlement. Non, écoutez, le point fondamental, c'est que la communication est inexistante. La communication est inexistante parce que nous, Camerounais, nous avons le devoir d'avoir la bonne information. Si on ne nous dit pas comment vous voulez qu'on se comporte et qu'on a honte tous les jours, M. Batchou. Il y a 6 mois, l'Organisation mondiale de la santé s'est dit consternée et outrée d'avoir si peu d'échanges avec les organisations de la société civile au Cameroun pour toucher du doigt et palpable. Tout ce qu'ils envoient, c'est les demandes de l'État. Ils veulent avoir les membres de la société civile pour toucher du doigt les réalités concrètes dans lesquelles eux, ils peuvent intervenir pour aider le Cameroun. Tout ce que le gouvernement envoie, non, on veut pas de paludisme, on a des soucis, la sida, on a des soucis, mais on fait tout, on crée un mur. Vous voulez que la communication vienne encore de qui? On empêche aux responsables de la société civile d'avoir accès à ces différentes personnes. C'est pas des rapports et pas des lobbies secrets. Et moi, on en parle tout le temps ici. C'est pas des lobbies secrets que vous allez entendre que Monde Avenir est descendu à Mabanda, à Douala. Ils ont fait une étude, ils ont fait un rapport qu'ils ont adressé à l'OMS. L'OMS renvoie au gouvernement, on dit que non, c'est des histoires. Ce que vous suivez là, voilà nos réels problèmes. Pendant ce temps, il manque le vaccin de la rage. Au Cameroun. Le vaccin anti-rabique, monsieur. Mais attendez, on vous dit, c'est des réalités qu'on vous dit. Quand vous êtes membre, vous êtes à jour de vos cotisations. Lorsque vous avez quelconques soucis en attendant le financement, l'organisation prend en elle. C'est comme la caisse majeure. Lisons les Camerounais qui nous laissent des messages, Karine, parce que c'est très important justement de les écouter aussi. Mais dire quand même que, quoi qu'on dise, ça fait honte. Et on a très honte, parfois, d'être Camerounais. Il faut dire que la connexion est vraiment très compliquée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les internautes ont du mal à nous capter. Alors lorsque vous dites que tout le temps que oui, le gouvernement a un plan d'assassinat de ses citoyens, êtes-vous vraiment sérieux? On est sérieux. Ok. Si cette femme aime cette fille, qu'elle l'éloigne le plus rapidement possible de ce monsieur sans scrupules. Corinne Chou. Non, mais c'est sa fille, vous avez votre enfant, que son père projet par attouchement, vous faites comment? Vous éloignez la fille. Et vous restez. Vous restez avec l'assassin potentiel. Partout où on promet de l'argent, il y a des signes sans lire le contrat. Une bande de toto. Marie-Pascale Mbongo. Ok. C'est pas évident, hein. Alex... C'est pas évident, Michel. Non, ça doit être évident, Karine. Il nous faut des messages. C'est un problème de connexion. Les Camerounais, ils se plaignent que l'émission a été coupée plusieurs fois, donc ils ont du mal à avoir les messages par rapport au sujet. Voilà. C'est un problème. Donc, on n'a pas de réaction. 196 organisations internationales, mince. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on y gagne? Ce qui est marrant, c'est que nos vieux croulants qu'on a comme dirigeants aiment faire comme si tout va bien au point d'aller s'affilier aux 10 organisations. Tout ça, c'est un réseau de détournement en termes de frais de mission et de cotisations fictives. Le Cameroun est membre d'une organisation de lutte contre le palu, la tuberculose et le choléra, le sida, pour laquelle le pays verse plusieurs milliards de francs CFA. Mais vous-même, regardez alors comment les pathologies sont traitées dans ce pays. On est membre des organisations internationales alimentaires, mais on ne figure même pas dans le top 10 des pays qui jouissent de la sécurité alimentaire en Afrique. Avec, récupérez vos CNI, inscrivez-vous sur les listes électorales massivement et faites tomber ce régime. Tony Frank Damchou. Quand vous prenez, il y a un programme dont on aime souvent parler, la WWF, là, sur l'environnement. Alors là, allez voir l'état des cotisations. Allez voir la FAO. Mais je dis, à des moments, quand vous voyez, à l'heure actuelle, on parle d'une crise alimentaire à l'extrême nord. Ouais. Ça, vous n'êtes pas au courant parce que la succession d'inondations, on a tout fait pour tuer. On en parle pas. On a tout fait pour tuer le sujet, que les médias n'en parlent pas. Mais l'inondation, à Maroua, les gens tombent. À Garoua, les gens tombent de famine parce que c'est grave à ce niveau. On va dire qu'on raconte, mais la FAO devait nous envoyer des sacs. L'État qui nous aidait le plus, c'était la Libye. Hein?
C'était la Libye qui aidait, et la Libye et le Tchad, la zone de Tchad. Mais aujourd'hui, ils vont faire comment? Le Soudan est un problème parce qu'avant, il y avait des gens qui allaient au Soudan, qui récupéraient quand même cette aide, qui venaient apporter. Donc, je vous dis, tant que le Cameroun ne va pas résoudre, et quand on vous dit que le Cameroun va diminuer, réduire, pour résilier ces contrats, il faudra aussi peser les pour et les contre. Parce mais que, avant de résilier, il faut déjà payer ce que vous devez. Non, ils peuvent décider qu'ils ne cotisent pas. La FAO à laquelle vous faites allusion, disons quand même qu'un Sénégalais a présidé aux destinées de cette organisation au niveau mondial. Et c'est Jacques Diouf. Oui. Jacques Diouf, mais qu'est-ce que sur le plan agricole ou alors de la nourriture, le Sénégal a plus que le Cameroun? Mais Qu'est-ce qui peut justement, c'est-à-dire pendant qu'on parle, qu'est-ce qui peut faire que le Cameroun, les Camerounais soient aussi amorphes? On a posé la question plusieurs fois ici. Mais non, le gouvernement camerounais peut-il vraiment choisir de nuire à son pays pareillement? Oui. Et de dire justement aux Camerounais, tout va bien. Mais regardez comment les gens meurent d'insuffisance rénale. Vous voyez pas. Donc vous choisissez de tuer les Camerounais, vous dites que tout va bien. Monsieur Ngatou, Dominique Odor, on demande Camerounais, tapez sur Internet la gestion du sida au Sénégal, la gestion de la tuberculose au Sénégal, du paludisme au Sénégal. On est rentré dans le même projet il y a 20 ans ensemble avec le Sénégal. Allez voir d'un niveau, c'est une réussite totale, je dis totale pour ces différents pays, tandis que chez nous c'est un échec lamentable. Les messages qui Cette femme ne veut pas parler de ses problèmes de ses problèmes et de son mari à sa famille, car elle aime le luxe dans lequel elle est installée au prix de la vie de cette petite fille. Vraiment peut-être le confort aussi. Fait que, cette femme s'en fout de son mari, que son mari la trompe. Fermons les églises et les... C'est pas les tromperies là, ça c'est l'assassinat programmé de la fille. Tromper, ça veut dire que la laisser pour une autre femme, mais c'est une femme ça. Donc vous donnez un enfant à votre charge. Et vous regardez l'enfant là comme une femme. Et elle va rester au nom du mariage. Quand le castre et quand le pend, il y a des gens qu'il n'y a que la mort qui leur permet de cesser de nuire. Notre message, elle met les organes, papa Mbombo Kupesi. Ok. Un autre message. Cette femme aime justement le luxe dans lequel elle vit. Moi, je ne peux pas permettre à un homme d'avoir ce genre de comportement et de rester encore avec moi. Ça, jamais. Voudrais mieux, madame, t'en séparer pour ton propre bien et celui de ta fille. Michel, pardon, dites aux téléspectateurs que la femme qu'on a vue ne vit pas dans le luxe. Effectivement, on va dire que... Elle est couturière et son mari fait un petit job. Nous pensons peut-être cette dame voudrait... Elle ne veut pas être célibataire. Voilà, elle veut pas être célibataire. Voilà. Elle veut garder son mari. Elle veut l'amener bien sûr à changer. Et lui demandons justement de ne plus faire de pareil. Mais elle-même qui a dit, si je laisse la fille partir, il n'y a personne s'occuper d'elle. Mais sa couture, je ne peux pas s'occuper de cette fille. À distance. Mais à distance comment? Vous avez un assassin potentiel que vous hébergez. Et vous pensez que vous allez... Après, vous allez dire que les Bantous, ça, c'est pas Bantou, ça. Ça, c'est justement occidental. Très bien. Coup de gueule ce matin contre le système de mi-temps dans les lycées, du grand n'importe quoi. Dans une classe de seconde C, le professeur de SVT, physique, langue, histoire, géographie, anglais inexistant. Le jour où ils ont 1 minute, c'est juste pour vendre les photocopies aux enfants. Arrêter ce désordre scolaire. Ces enfants ont droit à l'éducation. Et vu la pandémie de l'année passée, comment vont-ils se rattraper si vous préférez les priver des enseignements? Je dis stop à ce système éducatif du plus riche. Il n'y a pas de privilégiés dans l'éducation. Ce qu'il faut préciser, c'est que les collèges privés n'ont pas suivi la mi-temps, le principe de mi-temps, il faut le dire. Les établissements privés n'ont pas suivi. Ils continuent leur cours normalement et on n'a pas encore enregistré dans ces lieux des cas entre guillemets aussi graves que cela, M. Michel Ngatou. Dans le public, on s'est retrouvé, il était prévu qu'en janvier de cette année, on revienne au deuxième trimestre, on revienne au système de plein temps. Mais on s'est rendu compte que les proviseurs ont recruté
Beaumaye, je parle comme au quartier. Ils ont recruté les 6e. Vous avez seulement pour le premier tour, vous avez presque 17 salles qui sont réservées uniquement pour les 6e. On ne peut plus sortir parce que ça a rapporté des millions. Et derrière ça, il y a beaucoup qui se sont construits des maisons. On a beaucoup de personnes qui ont réussi à acheter des grosses voitures. Derrière ce système-ci, M. Michel Gachou. Non, le système-ci est plus productif dans la corruption que l'ancien qui réduisait. Donc, ce premier temps, vous avez 16, vous avez 6 troisièmes. Dans le système de plein temps, vous n'avez que 3 ou 2 troisièmes. Donc, vous voyez que revenir à l'ancien système sera très compliqué. On va continuer avec cet ancien système. Donc, c'est pour rejoindre la disant. On sacrifie les élèves pour la simple raison que les enseignants ont dit que tant qu'il n'y a pas augmentation de salaire, où on ne paye pas les heures complémentaires, nous on continue nos pointages dans le privé. Et c'est comme ça que les gars font. Voilà. Et c'est vos chefs de l'État. Il faut donc demander aux parents d'agir maintenant. Ils ont lancé, vous avez dit que je fais une fixette dessus. Votre hashtag de 2000 donne pas même pas Rapla. Ils ont fait. Donc maintenant, pour l'avenir de vos enfants, faites également des hashtags et exigez que quelque chose se fasse. Et je suis sûre que ça va se faire. Alors qu'on ne dise pas que vous êtes dans une création d'un mouvement d'insurrection. On l'a fait pour la Vous savez, Conseil des Camerounais, vous savez, il y a toute une façon justement d'interpeller les uns les autres. On vous dira plus tard, Monsieur Ngachou, vous avez laissé justement le dire sur votre plateau et pourtant. On doit aller sur Facebook. Mais la réalité justement, c'est que il faut dénoncer Mbombo Bengan, tout ce qui est. Et tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Merci. Ils ont compris ce matin. Ça, c'est l'insurrection. Pourquoi dit ça? Mais en réalité, les Camerounais ne devraient plus avoir peur de la dénonciation en 2021. Vous avez dit tout à l'heure. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Camerounais se réveillent? Maintenant, on dit que. Alors, attendez, non. Vous dites que non. Non, je n'ai pas dit non. Merci, c'est vrai, vous avez dit que. Écoutez, on peut dire inspiration sur le plateau. Vous-même donc. Après, vous revenez à quoi en disant que mes frères, mais croyez-moi, c'est qu'à un moment donné, on est perturbé parce qu'on se dit, c'est ça. Est-ce que je suis Camerounais? D'accord, oui. Est-ce que je suis fier d'être Camerounais? Oui. À un moment donné, on est dubitatif de dire, est-ce que je suis fier d'être Camerounais? Est-ce que je suis donc, quand vous diront, dites que vous êtes fier. Non, je ne suis pas fier d'être Camerounais. Bon, est-ce que vous êtes donc prêt à récupérer votre fierté? Oui, on est prêt. Lançons alors le hashtag. Mais puisqu'on en parle en fait. Non, ne vous contentez pas de parler. Bon, je vous suivrai tout à l'heure. Moi, j'ai écrit à la CNI. Effectivement, je vous dis, vous lancez le hashtag, on vous suit rapidement et puis voilà, on invitera les Camerounais à nous suivre. Les Camerounais à lancer le hashtag. Vous voulez que nous on lance pour qu'ils suivent? Vous dites même d'abord que ça, vous avez une médiatude. Permettez-moi, c'est juste une parenthèse. Vous demandez aux Camerounais, allez taper, allez dans Médiatude, allez voter pour votre meilleure radio, votre télévision. Chez vous. Il vient commenter chez vous. Ça veut dire qu'il va commenter sur votre page. On vous envoie le lien. Non, on écrit appuyez sur le lien bleu et allez taper 3. Il commence sur votre page. Vous comprenez qu'il y a un encore là, expliquez-leur là maintenant. Ils comprennent pas. La répétition est la mère de l'éducation. D'accord. Bon, simplement, il y a ce qu'on appelle les awards des médias, initiés sur les réseaux sociaux à travers la page Médiatude, et qui connaît aujourd'hui un grand succès et qui vous a permis, vous, Camerounais, internautes, de vous exprimer sur les appréciations qu'on a aujourd'hui dans le PAC. Le PAC, c'est le paysage audiovisuel camerounais. Quels sont les médias qui font bouger, on va dire, les lignes au Cameroun? Beaucoup ont jeté dévolu sur Equinox. Et lorsque vous y allez, simplement, on vous donne 3 propositions. Tapez Médiatude sur Facebook. Médiatude, vous rentrez dans Médiatude et vous regardez. Maintenant, quand on vous envoie des liens, ne commentez pas sur nos pages, commentez, puis touchez le lien bleu qui vous renvoie à la page Médiatude et c'est là-bas que l'on commente. Voilà, j'espère que c'est bien prononcé, bien, c'est bien expliqué. J'espère que maintenant sur vos publications, vous allez mettre je veux ma CNI quand même. Désormais. Par solidarité. Mais c'est pas ici qu'on vote. Suivez la ligne bleue. C'est pas ici qu'on vote, mais c'est très compliqué. Ben, en tout cas, ils ont eu l'information. Allez, Karine Santia, qu'est-ce qui a fait bien sûr le buzz? C'est 24 heures sur la toile. Qu'est-ce que vous nous amenez ce matin comme sujet? Un drame dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda particulièrement.
Il y a un magasinier qui travaille dans une entreprise qui importe et commercialise des poissons au Cameroun, qui a été assassiné par son fils adolescent de 15 ans et qui a dissimulé la dépouille de son papa. Et ça, c'était en l'absence de sa maman. Et c'est le constat de ses collègues au travail qui a alerté les uns et les autres. Et du coup, le constat de son absence. De son absence, notamment par ses collègues au travail, qui a fait en sorte qu'on alerte notamment le voisinage au quartier, et ce sont les voisins qui ont fait la découverte macabre de la dépouille de ce monsieur-là. Il a été assassiné par son fils. Voilà. Et je ne sais pas si on peut avoir plutôt les images par ce commentaire-là, M. Wapi. Il y a un dossier pour ça, M. Wapi. Emmanuel, je vous prie de regarder. Soyez un peu plus attentifs sur ces images. Merci beaucoup de rester concentrés avec nous aussi sur le plateau. Allez, on évolue sur cette question. On va simplement dire que l'actualité bat son plein. On en parle sur la toile depuis un petit moment. Comment un enfant de 15 ans peut-il choisir de tuer son papa? Maintenant, les informations disent qu'il était intégré dans une église de réveil depuis peu. Ça, c'est l'information. Et qu'il avait l'habitude de frapper sa maman. Voilà. Donc les informations disent qu'il avait l'habitude d'exercer de la violence. Et c'est maman qui protégeait l'enfant. Et c'est généralement les voisins qui venaient enlever les mains, la maman de ses mains. Donc cette fois-ci, il n'y avait pas maman et il a assassiné son papa. Alors, Charles Abel, lorsque vous avez un enfant de 2 ans qui tape sur vous à la maison, qui tape et vous dites ah non c'est un enfant, lorsqu'il a 5 ans il commet le même geste tous les jours, lorsqu'il a 10 ans il vous tape, en réalité on dit non c'est un enfant, il va grandir. Est-ce que c'est pas à un moment donné nous parents qui sommes justement à l'origine de la mauvaise éducation de nos enfants pour avoir de tels produits aujourd'hui? Je souhaite que les occidentalisés répondent à cette question. Ça ne nous concerne pas. Non. Ça la met le... On vous observe. Non, c'est Karine parce que qui avait dit voilà, je savais. Si l'enfant casse la télé, on arrive, on dit ah papa j'ai cassé la télé, vraiment excuse-moi. Est-ce que tu t'es blessé comme tu t'es pas blessé? Mais attendez un peu. Voilà. Vous rentrez votre enfant et allez à la cuisine. Elles ont les arguments. Votre enfant est allé à la cuisine et a voulu couper une pomme, se faire un truc à manger, l'enfant se blesse. Ou bien a laissé tomber un verre, ça se casse. Non, vous allez fouetter l'enfant. Non, je reviens à la question. Lorsque l'enfant a 2 ans. Non, posez pas la question. Lorsque l'enfant a 2 ans. Violence des enfants qui Cher ami, avant que Charles ils sont en train de tout. Moi, je prends la tranche d'antenne de Charles Amel. Vous avez ça d'antenne. Vous voulez esquiver. Donnez la parole à Bobo. Vous voulez esquiver. Laissons Bobo s'exprimer. Allons-y, Bobo. Nous, on voulait se taire. Elles ne veulent pas parler des jongleries des occidentaux là. Quand vous avez un enfant de 5 ans, vous lui dites s'il te plaît donne-moi de l'eau. La politesse. On dit ah voilà c'est la politesse, c'est tout. Alors qu'à ce niveau, à cet âge-là, c'est un esclave. On est poli. Écoutez de c'est un esclave. Ça commence là. Lorsque vous l'inscrivez à l'école à 3 ans. Est-ce que le mot esclave a sa place? Ça a sa place. Ça, ça parce qu'en quand on parlait d'esclaves, ça veut dire que cet enfant-là, comme c'est un garçon, un blanc va vous dire que vous êtes esclave à 5 ans. On va vous voir ici. On verra. Oui, c'est vous qui allez commencer à m'accuser. Je vous ai donné la parole tout à l'heure. Non, allons-y, mon bon. Je vous pose la question. On assume ça. Si, vous l'avez refusé. Vous faites des jongleries. On va aussi parler. Cet enfant, quand vous l'inscrivez à l'école à 3 ans et demi, vous demandez son avis? Non. C'est pas l'esclavage? Non, entre nous. En fait, quand je pense que vous parlez c'est pas son droit, c'est pas son droit, c'est pas votre devoir de papa. Ah bon, mais il pleure souvent quand vous le laissez à la guerre. Il dit, maman, j'ai rentré sa poche. Vous le laissez, c'est pas l'esclavage? C'est pas l'esclavage. C'est pas la violence faite aux enfants? Non. Ah, d'accord. Vous voyez donc comment c'est qu'on vous appelle la théorie de la complexité. C'est grave. Les Occidentaux ne connaissent pas ça. C'est ça. L'enfant, jusqu'à 10 ans, d'abord, comme c'est un garçon, si on l'avait circoncis à 8 ans, il aurait compris qu'est-ce qu'est la douleur de la vie. Voilà l'initiation, ce processus d'initiation. Mais voilà un gamin qui commence à taper sa maman. On n'a pas dit à quel âge. Maintenant, il estime que la bastonnade sur maman ne suffit pas. Il faut tuer papa. Et vous voulez justifier ça comment?
Non, c'est injustifiable, mon moment. Vous voulez justifier. Mais justement, quand on vous dit donc qu'à ce moment-là, c'est nous, comme vous avez parlé de l'éducation des parents, de la responsabilité des parents, c'est nous qui tuons la société. Nous sommes en train d'assister à un délitement total des valeurs morales. Mais c'est l'occidentalisation qui nous amène là. Parce que quand je vais grandir mon enfant, là-bas chez eux, même ils appellent la police. Ici, ils n'ont pas la possibilité d'appeler la police, mais c'est les Dominique Audrey et Edith qui vont appeler la représentante de l'UNICEF à Yaoundé. Bon, terrorise les enfants et tout ça. Monsieur, permettez sur la même. Non, permettez. Dans la suite de moi, non, permettez, non, gardez l'argument, Dominique Audrey. Je sais pas, vous êtes sur le banc des accusés ce matin, on va le dire ainsi. Pourquoi Est-ce que c'est pas parfois nous parents, je dis bien nous parents parce que nous sommes tous des parents, qui sommes à l'origine de cette mauvaise éducation de nos enfants et qu'on ait des conséquences comme ce qu'on vient d'avoir là? Je l'ai dit ici la semaine dernière, qu'on aura beau accuser, et moi-même j'ai un problème avec ça, parce que lorsque vous êtes père et que vous êtes dans votre maison, ce n'est pas le voisin qui vient éduquer votre enfant. Si vous, le père, vous n'apprenez pas les rudiments, vous ne donnez pas des valeurs, vous n'enseignez pas des valeurs à vos enfants, à vos garçons dans vos maisons, n'accusez pas le voisin d'avoir des teints sur votre enfant. Donc les parents, comme vous dites, peut-être avant vous, ont échoué lamentablement dans la transmission de ce qu'ils appellent valeurs aujourd'hui, qu'ils réclament aujourd'hui à leurs enfants. Ils ont échoué, ils ont laissé faire, et si on veut, l'Occident est entré et a gagné du terrain. Donc maintenant, accuser les Occidentaux, les occidentalisés de vouloir expliquer, personne ne peut expliquer ça. Envoyer un enfant à l'école, c'est de la responsabilité des parents, et tout le monde. Il y a même des personnes vieilles qui ont peur des piqûres. Et on va dire que c'est quoi? C'est l'esclavage? Je ne sais pas ce qu'on veut nous expliquer en nous disant que quand on inscrit un enfant à l'école, est-ce que c'est pas sa volonté? Non. Vous voulez qu'on vous explique? À ce moment, même si l'enfant pleure, on le laisse à l'école. Mais on laisse toujours les enfants qui vont à l'école. Je veux dire que même s'il peut mettre d'accord 5 ans à la maison, quand le même enfant rentre à la maison, il lui dit, s'il te plaît, donne-moi l'eau à boire. C'est la politesse. Ce n'est pas la politesse. Si un père... C'est la déviance sociale, ma fille. C'est ça qui amène qu'un enfant en Occident, vous ne pouvez pas le pistolet de papa. Il vient avec le pistolet de papa, il tire sur ses camarades. Les enfants sont ce qu'ils voient. Les enfants sont ce qu'ils reçoivent. Si vous, parents... Je reprends la question autrement. Lorsque vous cajolez l'enfant... Cajoler signifie quoi? Attends, lorsque vous caressez l'enfant, à votre enfant, c'est cajoler. Oui, si vous n'êtes pas capable d'apprendre, si vous n'êtes pas ça ne suffit pas pour qu'un enfant soit comme ça. Permettez. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des parents qui ont été même traditionnalistes, mais que les enfants sont devenus comme ça. Non, l'enfant possible. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a des parents qui ont été comme ça. Les enfants ont été circoncis à 8 ans, 10 ans, 11 ans pour certains, mais qui sont comme ça. Pour les l'environnement. Tout dépend de l'environnement aussi. De où l'enfant grandit. Où est-ce que l'enfant grandit? Où est-ce que l'enfant fréquente? Avec qui est-ce qu'il marche? Ce n'est pas seulement le parent, parce que l'éducation que vous donnez à votre enfant s'arrête pour vous lorsqu'il a 11 ans. À partir du moment où il est en contact avec les autres, tout ne dépend plus seulement de vous. D'accord. Votre argument, M. Mbatucha Lamel. Monsieur Michel Ngachou, chez les Bantous, un enfant qui pose la main sur sa mère une fois. Non, ne concluez pas, ne faites pas la conclusion avant moi. Un enfant qui pose la main sur sa mère une fois est banni. Banni à jamais. Je dis jamais. Si même mon frère récupère cet enfant, il entre dans le même principe. Je veux bien que vous suivez. C'est la punition. Un enfant chez les Bantous ne regarde pas son père dans les yeux. Je parle à mon fils, il ouvre ses yeux, je ferme ses yeux. Mon fils ne me regarde pas dans les yeux. J'ai dit mon fils ne me regarde pas dans les yeux. Regardez le père dans les yeux. Monsieur Michel, permettez-moi, Monsieur Michel, même votre patron, quand il vous parle, vous ne le regardez pas dans les yeux. Pourquoi? Ce n'est pas votre égal. Ce n'est pas votre égal. Excusez-moi, je vous donne, c'est les règles de vie bantou. Monsieur Michel Ngachou, vivez entre vous. Un enfant ne mange pas sur la même table que son père. C'est ça. L'enfant mange à côté.
Il ne mange pas la même chose. J'ai dit qu'il mange chacun regarde son plat. Permettez-moi, non, monsieur Michel, excusez-moi, c'est pas compliqué. Un enfant, monsieur Michel Gatou, on a dit tout à l'heure, donnez-leur la parole, on n'est pas là. un enfant chez les parents, je parle des miens. Comprenons-nous, je vous en prie, comprenons-nous. Je parle des miens. Un enfant ne doit pas son père. Ne pointe pas du doigt. Non, toi-même, tu crois que quoi? Ah, le père parle, il se tourne, il fait ah. Un enfant ne parle pas à son père, j'ai déjà dit. Il y a des enfants qui parlent comme ça, monsieur Michel Gatou. En tirant le oui, je vous le dis. Et papa le supplie. Et papa le supplie. Comment? Un enfant ne s'assied pas au salon avec son père. Quand le père regarde la télé, l'enfant est dans la salle à manger en train d'apprendre. Excusez-moi, vous voyez, ça choque les Occidentaux. Ça ne les choque pas. On vous brûle. Ça vous brûle, c'est comme ça. Monsieur Michel, je termine. Le garçon ne grandit pas à la cuisine. Un garçon ne manie pas, il ne manie pas le couteau, il ne manie plus. Le garçon ne grandit pas à la Mais cuisine. vous nous avez dit ici que vous avez vécu seul, vous avez appris à préparer où, monsieur Mbachou? Qui a manipulé les fourchettes à votre Non, tout le monde La question est divise. La question est divise. Il n'est pas partout. Je finis. En dernier ressort, quand un enfant pose cet acte, on amène les enfants généralement chez les Bombok, chez les Takunga, chez les Takou, les Tafou, on les fait un soir. Et on pose une question. On pose une question. Est-ce que cet enfant est réellement l'enfant de ce monsieur? Voilà. Cette réponse généralement finit par la négative. Je n'ai pas envie de la poser ici. Non, on la parce que la posera pas. douleur est encore vive auprès des membres de la famille. Cette maman qui s'est déplacée, qui vient voir que son fils a tué. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, c'est les occidentalisés. Lorsque vous partez légaliser, faire même l'acte de naissance, on dit toujours que c'est la mère qui connaît le vrai père de l'enfant. Voilà. Donc je disais que, monsieur, avant qu'il ne me coupe, oui, en une minute, que si jamais un père, dans le processus d'éducation, de rétrocession de valeur à son enfant, il n'apprend pas à son enfant à dire s'il te plaît, parce que lui-même, le père n'est pas un exemple, forcément on aura un individu comme ça qui ne prendra rien au sérieux, qui ne respectera rien. Donc monsieur, apprenez des bonnes manières, apprenez la bienséance à vos enfants et ils vous le retourneront. Si vous parlez à votre enfant comme du n'importe quoi, rassurez-vous, en grandissant, il vous parlera également comme du n'importe quoi. Mais au-delà de ces questions quand même, et je vais peut-être rapidement donner mon avis aussi, puisque vous me demandez de donner mon avis. Est-ce que vos enfants mangent à même le sol pendant que vous mangez sur la table? Oui. Écoutez. J'ai dit oui. Moi, je demande à Michel. Quand j'arrive, la simple voix, j'ai dit ma voix. Quand on entend ma voix, que je suis en train d'arriver, les enfants tremblent déjà. Vous savez, c'est parce que ce que vous dites. On ne permet pas que Audrey termine au moment où on lui a demandé de parler, ne parle pas. Vous m'avez empêché de parler, je suis désolé. Vous m'empêchez de parler. Vous substituez au modérateur. Non, vous n'insultez pas. On l'a dit tout à l'heure, les enfants qui les parents qui disent n'importe quoi. Non, il n'y a pas d'insulte. Si, elle s'est adressée à moi. Il n'y a pas d'insulte, maman. C'est moi qui ai dit un enfant de 5 ans, on ne lui dit pas pardon. Faisons ça. S'il te plaît, quand on me dit, ça veut dire que je parle n'importe quoi. D'accord. Et là, je ne le permets pas. Non, j'ai dit. Non, vous ne me fâchez pas. Vous ne me fâchez pas. Je ne le permets pas. Oui, d'accord, vous ne vous fâchez pas. On va se calmer ensemble. Et on va. Non. J'ai des grands enfants qui ont plus de 30 ans. Alors, et je m'en grandis pas. Je vous en prie, mon père. On ne se fâche pas. On se fâche pas. Mais non, la vie de votre fils que je suis, simplement, c'est que lorsqu'on est un il père. sachez d'abord qu'il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. Très bien. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsqu'on est père, il y a une éducation à donner à ses enfants qui sont telles que les enfants doivent craindre leur papa. Ah oui. Je dis bien, les enfants doivent craindre le père. Parce que moi, je fais partie de ces quatre où papa, quand papa rentrait le soir, nous on disparaissait d'abord de la maison. Écoutez, mais je vous dis, nous on disparaissait de la maison. Non, disparaissait et chacun était devant son cahier, même si tu ne lisais pas, mais tu regardais quand même parce que... écoutez, parce que papa est entré et c'est l'autorité justement du père qui s'affirme à ce moment.
maman vous dit quand papa ne vient, avant que papa n'arrive, allez prendre vos cahiers et lisez vos cahiers parce que lorsque votre papa va entrer ici, si vous n'êtes pas devant le cahier, c'est moi qui vais lui dire ce que vous faites. C'est ce qu'on a eu. On dit que ça c'est un nous de modestie. Donc, non, écoutez, permettez. Vraiment. Moi je pense qu'aujourd'hui que les parents, gloire et loi. Nous ne partagions pas. Vous n'êtes pas un exemple. Pas du tout. Papa doit être craint. On n'est pas d'accord. Papa doit être craint. Ça c'est réel et c'est pas différent de ce garçon. La pensée unique tous les jours. Vous n'êtes pas différent de ce garçon qui a tué son papa. Ah, si vous voulez, si ça vous arrange, si ça vous fait plaisir, vous pensez comme vous voulez. Mais la pensée unique, ça ne peut pas marcher. C'est pas en tout la cas, pensée en ce unique, qui me cher ami. concerne, ça ne marche pas. On dit qu'il y a une pensée occidentale qui dit que rester dans la pensée occidentale, on ne l'a pas condamné. Tous les jours, vous vous plaignez Paul Biya. Mais ici, on a l'impression d'avoir la même chose. Hein. Non. Oui, monsieur. Paul Biya n'apprend pas ses enfants d'insulter les aînés. Je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition. Il n'apprend pas ses enfants. Personne n'a insulté personne. La politesse, c'est la base. Peut-être qu'on ne comprend, mais on ne donne pas les mêmes situations aux mots qu'on utilise. Vous l'avez fait là. Mais au-delà de la politesse. Bon, pour nuancer, pour qu'on avance bien, pour nuancer. Non, dites-lui qu'on ne le fait pas. On le dit pas. Voilà, pour le faire justement, il faudrait que les parents sachent effectivement que pour éduquer un enfant, c'est pas toujours avec le bâton. Ça aussi. Il faut aussi manier la carotte et le bâton. C'est important. Et il faut savoir comment on tape à un moment donné, mais on souffle un peu. Quand on l'a tapé, on lui donne un petit bonbon. On ne parle pas de bâton, ma fille. Voilà donc comment vous interprétez mal. Qui parle du bâton? Si, quand vous dites. Non, si c'est pas au sens propre, un bonbon. Vous savez, donc ne parlez pas de ce que vous ne connaissez donc pas. Vous êtes qui pour critiquer une culture que vous ne connaissez pas? Sur ce plateau, je l'ai toujours dit que les parents doivent manier le bâton et la carotte envers les enfants. Être strict, mais être aussi conciliant. Comment moi j'ai grandi quelque part? Je n'ai pas grandi sur un manguier. Vous dites que son papa lui a donné une mauvaise éducation. Et là, il fait preuve de bonne éducation. On ne l'a jamais dit. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Et je réitère. J'aimerais chuter en disant une petite chose. Je pense quand même que l'éducation que chaque parent donne à son enfant, c'est pour qu'il soit bien. Quand l'enfant rate, c'est plus tard. L'enfant ne rate pas devant son parent parce que le parent a tous les moyens pour que ça s'arrange. Donc maintenant, quand on vient ici sur ce plateau pour commencer à critiquer l'éducation des uns et des autres, vraiment ça commence à faire tout moi. C'est vous qui le faites. Moi je vous renvoie dans vos sujets. Allez lire. Non, cher ami. Bon, c'est bon. Le premier, allez lire les actes du colloque La famille en Afrique noire qui s'est tenue à Yaoundé du 6 au 11 avril 1997. Allez lire cela. D'abord, ça montre que vous ne lisez pas, vous ne vous arrimez pas à votre société moderne, que vous réclamez, dont vous réclamez les valeurs, et tout. Et vous venez parler devant les gens qui ont cette expérience. Allez lire, c'est pas personnel. C'est personnel, c'est une éducation. Vous ne pouvez pas discuter. Merci Bonbon Bengan. Merci à vous, madame. Je ne l'admets pas. Allez, on se retrouve demain, 10h sur le même plateau, avec la même famille, la même énergie en même temps. Rassurez-vous. Après l'émission, on fera l'émission. Faites de la politique.